Écoutez, en tout cas, pour ma part, je suis très heureux de vous accueillir ce matin et puis très content de voir que le sujet qu'on a choisi pour cette thématique ce matin semble vous intéresser. J'espère qu'on va être à la hauteur de l'intérêt et puis qu'on va pouvoir élever un petit peu le niveau sur les solutions Microsoft 365. Et donc, du coup, en plus, on est sur une solution de digitalisation dans un bâtiment d'usinerie qui, justement, est le pôle d'innovation et de digitalisation du Grand Chalon, qui accompagne l'industrie 4.0. Et donc, bon, ça a tout son sens. Et du coup, bon, je vais vous laisser avec Laurence Brosselin, donc directrice de l'usinerie, vous présenter du coup, le bâtiment et qu'est-ce que l'usinerie apporte du coup, aux industriels et aux entreprises. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir toute l'équipe d'Alvista et vous-même également au sein de l'usinerie qui comporte en fait deux bâtiments. Le bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui est l'ancien moulin à sucrerie, qui vient d'être réhabilité, et le bâtiment d'à côté, qui était next aussi des bureaux de lycée-université pour ceux qui connaissent, et qui sont maintenant les bureaux de l'usinerie Partners. L'usinerie, c'est quoi? C'est un projet qui est impulsé par le Grand Chalon et qui comporte 4 cofondateurs. Donc, vous avez le PNAM, l'ENSA, qui est emménagé principalement dans le nouveau bâtiment, l'UMM 71, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, et l'usinerie Partners. Donc, en fait, ce pôle d'innovation et de digitalisation pour l'industrie, ça permet d'augmenter. L'objectif, en fait, c'est d'avoir une synergie entre ces 4 cofondateurs pour permettre aux entreprises d'assurer leur compétitivité, bien sûr, dans leur digitalisation, avec les porteurs de solutions locaux aussi, et également d'augmenter l'attractivité du territoire, parce que vous avez compris qu'à la fois, il y a des acteurs de la formation, de la recherche, de l'innovation, et également de l'accompagnement aux industries. Donc, l'objectif, c'est que tout ça prenne sens, et de manière à ce qu'on puisse développer notre territoire et former aussi sur notre territoire. Donc, c'est 4000 m² dédiés. On a passer à la slide d'après, respecter mon timing. Il y a une plateforme technologique qui comporte le Blue Lemon, qui va emménager prochainement. Donc, c'est un cave, c'est, on va dire, un caisson en 5 faces dans lequel vous serez immergé. Donc, en général, vous avez souvent 3 faces, mais là, c'est un 5 faces. Vous avez une ligne didactique Festo. Donc, c'est quoi une ligne didactique Festo? C'est une ligne qui va faire, en fait, de la distribution, de la production et du contrôle, et de manière à montrer aux étudiants et aux chefs d'entreprise comment fonctionne une ligne miniature digitalisée. On peut passer à la ligne d'après. Il y a aussi des espaces de prototypage, puisque l'ENSA, pour certains d'entre vous, vous le savez, c'est un spécialiste de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc, il y a aussi ici des démonstrateurs pour expliquer aux chefs d'entreprise qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, comment ils peuvent améliorer aussi leur performance avec la réalité mixte. Et puis aussi un Fab Lab de l'usinerie Partners qui réalise plus des prototypages et qui aide les chefs d'entreprise à comprendre. On va faire des toutes petites séries et puis par exemple, on peut aussi faire des scans 3D. Il y a des pièces aujourd'hui que vous ne trouvez plus dans le commerce, mais elle est indispensable pour certaines machines. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un reverse engineering. On va les scanner, on va refaire des plans et puis on peut les fabriquer aussi avec la fabrication additive en plastique. Voilà pour l'usinerie, pour vous cadrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici. Et concernant l'usinerie Partners, on a 2 rôles. Le premier, c'est d'accompagner les startups et les chefs d'entreprise dans l'écosystème. Donc, en fonction de leur projet, on va les orienter plus sur des accélérateurs ou des incubateurs, voire les mettre en contact avec ce qu'on appelle des business angels, par exemple, ceux des financeurs, qui vont les aider à développer leur activité. Et le deuxième axe qu'on réalise, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur digitalisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va analyser avec eux leur maturité digitale et on va les accompagner à réaliser les projets numériques. Et leur faire bien comprendre, ce qui est important de savoir, c'est que la numérisation, ce n'est
pas que des outils. C'est aussi tout un concept, c'est aussi toute une stratégie de l'entreprise qui concerne tous les services et qui, bien sûr, apporte des solutions au sein des entreprises, donc comme par exemple Adista, qui peut, parce que de plus en plus, les entreprises commencent à réaliser qu'il faut qu'elles aient une certaine autonomie et que pour les héberger leurs serveurs dans des endroits sûrs, ni aux États-Unis et encore moins en Chine et en Russie. Le slide d'après, s'il vous plaît. Encore un petit peu. Voilà. Notre offre, en fait, elle s'appelle Protéines. Pourquoi Protéines? Parce que Proté, c'est du futur et de la métamorphose. Et quand je vous parle de digitalisation au sein d'une entreprise, c'est une vraie métamorphose. C'est pas je mets un robot, je suis digitalisé. C'est comment on travaille demain, comment on remet au centre aussi l'humain au milieu de cette digitalisation. Et là, on va commencer à parler d'industrie 5.0. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que même si vous mettez le plus beau des outils, le plus beau des ERP, le plus beau des robots, si vous n'avez pas embarqué toutes vos équipes, s'ils n'ont pas fait sens pour eux de cette stratégie et qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur quotidien, vous allez du mal à fédérer. Et si vous ne fédérez pas, vous assurez qu'ils trouveront des petits chemins de traverse pour éviter de rentrer dans un nouveau fonctionnement. Donc ça pour moi, je le constate et c'est super important. Les chefs d'entreprise deviennent de plus en plus vigilants par rapport à cet accompagnement du changement. Il ne faut pas que le dire, il faut vraiment le faire et ça prend un peu de temps. J'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est tout bon? Merci. Voilà. Merci. Je redonne la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, comme dit, là, nous avons un lieu. Et maintenant, l'idée, c'est le quoi et avec qui. Déjà, il y a vous. C'est pour cette raison que je réitère le bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour nous, ça a déjà été dit, je répète, mais de vous accueillir. Nous sortons quand même d'une période, on va dire, qui est des plus difficiles. On ne va pas revenir sur les différents détails. Et je caricature, mais on ne sait pas de quoi est fait demain non plus. Donc, profitons de ces moments. Donc, si aujourd'hui on se réunit, c'est pour parler de M365. Donc, il y a une très très belle équipe qui va se réjouir et qui va partager plein de choses avec vous ce matin. Moi, je prends juste 2 minutes. L'idée, c'est de se dire pourquoi on se réunit. Et peut-être aussi, il y a des gens qui nous connaissent, d'autres qui nous connaissent un peu moins, juste de replanter le drapeau sur qu'est-ce qu'Adista, ce qu'on fait, comment on le fait, et surtout pourquoi on le fait. Donc, je vais juste passer la slide. Donc, la matière d'expertise, en fait, c'est quelque chose qui fait tout son sens, puisque cette période Covid et ce qui nous attend encore, nous a un tout petit peu mis dans une situation de télétravail, de distanciation. On a dû s'adapter, réinventer notre façon de travailler. Et même vous aussi, dans votre quotidien avec vos partenaires, il y en a qui bossent avec nous et on est très heureux de bosser avec vous. Et il y en a d'autres peut-être qui ne bossent pas encore avec nous. On va tout faire pour créer cette histoire ensemble. Mais la matière d'expertise, c'est vraiment important. Donc Aurélien a le plaisir de représenter l'agence de Chalon. Il y a Bastien qui est derrière, qui représente l'agence de Dijon. Et moi, je suis Aurélien Gerst, et donc je suis le responsable pour la région Nord-Est. Donc j'ai le plaisir de piloter l'activité d'Adista. Donc je suis basé au siège à Nancy. Et on a encore une agence à Strasbourg. Donc 4 agences physiques. Et l'objectif de cette matinée, c'est de se rapprocher de vous. Donc on n'a pas encore la rythmique, mais l'idée, c'est de se réunir dans ce format-là. Tous les 3 mois, 6 mois, on va voir quelle est la fréquence idéale pour vous aussi. Mais ce qui est important pour nous, le leitmotiv, c'est de vous descendre de l'information. Les technos bougent, les outils bougent, et vous aussi, vous bougez. Vos usages, votre façon de travailler, vos contraintes, les budgets aussi. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse se réunir de temps en temps afin de faire un point et de vous dire c'est quoi une nouveauté et potentiellement ce qui peut être très utile et important pour vous. Donc voilà, donc ça, c'est la première, on va dire, d'une lignée. Il y en aura d'autres et c'était important pour nous et donc pour moi d'introduire ça. C'est pas la seule, elle n'est pas isolée. Donc là, aujourd'hui, la thématique, elle est vraiment d'actu, c'est M365. Et notamment, on aura d'autres sujets autour de la cyber, autour des usages, autour aussi de l'interconnectivité. Voilà, donc je fais un peu le teasing pour la suite, mais c'est important pour nous. Et avant de passer la main à Michel, qui avec toute son équipe, qui vont passer le sujet de M365, avec plein de démos, plein de choses, juste Adista. Donc l'idée, c'est pas de prendre ça, pas prendre trop le temps. Adista, qu'est-ce qu'on est? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Si on pose la question, vous faites quoi? Ben, moi, je dis tout simplement, notre boulot, c'est de vous permettre de faire le vôtre. Voilà, ça se résume en une phrase. Maintenant, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, Adista, quand même. Historiquement, Adista, ça veut dire à distance.
un œil à la thématique de ce matin. Qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc on a quand même 40 ans d'histoire, et une histoire dans la région, alors pas forcément en Bourgogne-Franche-Comté, quoique peu de temps après le démarrage, on est venu ici, mais c'est plutôt un historique sur le nord-est, basé Nancy. 40 ans d'histoire. Historiquement, nous étions une SS2I, donc on a une vraie culture de l'informatique autour du LAN, de ce qui se passe chez vous, dans vos bâtiments, serveurs, stockage, virtualisation, réseau, tout ce qui se passe chez vous, ça fait 40 ans qu'on sait le faire. Il y a une quinzaine d'années, on a rajouté cette couche, on va dire, opérateur télécom. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, des fois, a plusieurs bâtiments. Il faut savoir les faire communiquer ensemble. Et des fois, entre deux prestataires, on sait faire le LAN, mais le WAN, il faut voir avec l'opérateur. On s'est dit, tiens, il y a intérêt à maîtriser la chose de bout en bout. Donc, LAN, WAN, peut-être qu'on vous accompagne sur ce genre de sujet. Mais en tout cas, c'est vraiment le socle factuel de on sait vous accompagner, ce qui se passe chez vous, et de faire communiquer tout ça. Et depuis de nombreuses années, vous savez, la tendance de l'hébergement, la tendance des outils collaboratifs, du SaaS, du PaaS, du IaaS, pour ceux qui ne sont pas trop techniques, tout ce qui est un peu hébergé, soit de l'application, soit de service, soit de la donnée. Donc il y a cette notion d'hébergement, et ça fait des années qu'on a pris la tendance de l'hébergement. On a des data centers, plus d'une dizaine sur le territoire national. On en a 2 à Nancy, bientôt un 3e. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'actu, c'est quand même un data center hyper innovant. Hein. On l'appelle Echo, et c'est un data center, on va dire, en cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on l'a construit à côté d'une ferme. Il y a un système de méthanisation, ce qui fait que l'empreinte carbone et l'énergie qui va être générée totalement fournie, c'est autonome. On n'a pas le choix, c'est la tendance de demain, clin d'œil à la planète. Il serait licenciement pour en parler. Nous, l'entreprise et vous aussi, c'est un enjeu. On doit trouver des solutions pour être dans cette thématique. Voilà, donc on fait du data center. Et donc, si on prend une pyramide, d'un côté, tout ce qui est informatique, le LAN, d'un autre côté, le WAN, les outils collaboratifs et l'hébergement, et notre métier, en tout cas nous, c'est là où on a envie de vous accompagner, c'est de savoir où est-ce que vous voulez mettre le curseur. Tout chez vous, tout chez nous, ou un mode hybride. Voilà, en gros, voilà l'idée, avec des spécificités, puisqu'on a Michel et toute son équipe qui représente le pôle expertise M365, pôle consulting. On a également un pôle d'expertise cybersécurité, parce que ce sont des enjeux. Tous les jours, on a des attaques, tous les jours, il y a des sujets, donc peut-être vous aussi. Et nous, on n'a pas le choix, on doit rester à un certain niveau, pouvoir vous aider et être dans une dynamique de proactivité. Et en termes de chiffres, donc c'est 35 agences à date, plus de 900 employés. Moi, je me suis arrêté à 920, mais à midi, il y aura une annonce. On a fait un peu de croissance externe, donc on rajoute un peu de personnes. C'est un peu moins de 1000 personnes. Voilà, 220 millions de chiffres d'affaires, un objectif d'ici à 2025-2026, c'est 500 millions. Donc voilà, l'idée, c'est de vous dire que, 1, on est un acteur important sur le territoire national, de 2, qu'on est un acteur de confiance, et surtout le 3, c'est un acteur de proximité, parce qu'on se veut, comme ce matin, être proche de vous. On ne veut pas être une entité lointaine, avec une grande nébuleuse, on est une grande entreprise, on bosse à distance, et c'est bien s'il y a quelqu'un qui vient me voir. Non, non, il y a une équipe, il y a Bertrand qui est là pour ceux qui connaissent, il y a plein de gens, on est là, on est à vos côtés et on vous accompagne. C'est ça l'objectif, vous permettre de bien faire votre boulot, et derrière, nous, on va réfléchir sur tout ce qui est outils, comment on peut travailler. Et vous, d'être orienté sur vos métiers. Voilà. Vraiment, c'était important. N'hésitez pas, vraiment, c'est un grand, grand plaisir. On sera là après, durant le cocktail, pour échanger avec vous. Et je passe le micro, parce que le discours commercial, merci. Maintenant, on va parler logement, on va parler d'M365. Donc, Michel et toute ton équipe, à toi de jouer. Merci. Voilà. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de se retrouver parmi vous, effectivement, dans une vie à peu près normale, après ces temps troublés. Je me présente rapidement, je suis Michel Houry, je suis directeur d'une activité qu'on appelle conseil en transformation numérique, donc qui intègre notamment toute la partie Microsoft 365 et l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour migrer, pour optimiser vos usages au travers de ces solutions collaboratives. Et ça va être le thème principal de notre matinée. Pour m'accompagner, j'ai une équipe, une partie de l'équipe qui est là. On est venu en force. Alors chacun aura l'occasion de se présenter. On va essayer de faire une animation assez dynamique, assez variée. Chacun aura des temps de parole, mais surtout, après, lors du buffet, on sera là aussi pour répondre à vos questions en mode point à point sur des sujets qui vous concernent plus particulièrement. Et on sera un plaisir de répondre. Avant de laisser la
parole à mes collègues. On va faire un petit sondage, si vous voulez bien. Alors, on a des gens qui sont à distance, hein, on les oublie pas. Bonjour à tous, bien entendu. Si Frédéric, si tu m'entends, est-ce que tu peux lancer le sondage en ligne? Bon, merci. La question est simple, hein, vous allez voir, qui est déjà utilisateur dans son organisation de Microsoft 365 aujourd'hui? Tu peux lever la main, ceux qui... Voilà, donc c'est quasiment 90%, voire 95%. Peut-être qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Qui n'est pas. D'accord. Ah voilà. Une personne. Alors, je ne sais pas à distance ce que ça donne. 70%. Oui. On a combien de personnes connectées à distance juste pour... 15e, d'accord. Bon, voilà, donc on est déjà sur des... C'était bien, ça nous donne un peu normal, et ça va nous permettre d'adapter aussi un peu notre discours. Je pense qu'effectivement, beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans des problématiques qu'on va soulever. Peut-être que vous allez découvrir des opportunités de mieux utiliser, d'aller plus loin avec ces outils, de forcément mieux les rentabiliser parce qu'ils ont un coût au quotidien. Donc vous allez voir, on va vous présenter un certain nombre de fonctionnalités que peut-être vous utilisez ou peut-être que vous n'utilisez pas, peut-être que ça vous donnera envie de les utiliser justement. Et tout simplement, on va aussi revenir sur les problématiques et Laurence a fait presque ma présentation tout à l'heure. J'entendais parler d'industrie 5.0, c'est ça, avec l'intérêt de l'humain, de repositionner l'humain effectivement au centre des sujets. Ça sera aussi un élément fort de notre présentation, parce que les outils de Microsoft, ils sont géniaux, les surcouches qu'on peut apporter, elles sont excellentes, mais tout ça n'a de sens que si effectivement c'est adopté par les utilisateurs, bien entendu par les collaborateurs, si ça correspond aux enjeux de vos entreprises et si ça apporte de la valeur au final. Donc si on fait ça sans prendre en considération toutes ces problématiques, eh bien, on est complètement à côté de la plaque et on va aller vers un échec de ces projets de transformation numérique. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner vers ce succès. Donc, les principaux thèmes, ce sera améliorer l'efficacité de vos entreprises, de vos organisations avec ces nouveaux outils collaboratifs, optimiser vos plans de licensing, bien entendu. On verra aussi qu'on a des grosses problématiques aujourd'hui de sécurité, notamment sur les Modern Workplace. On vous expliquera tout ce qu'on peut faire en termes de sécurité, comment sécuriser votre patrimoine informationnel. Les clés du succès, bien en parler, vers la réussite de ces projets en embarquant les collaborateurs, en les accompagnant dans le changement. Et puis enfin, on finira sur comment Arista peut vous accompagner sur tous ces sujets. Renaud, c'est toi qui prend la main. Donc voilà, Renaud Carp, vous avez toutes nos coordonnées ici. Donc c'est Renaud qui commence, qui ouvre le feu, avec les présentations des différentes applications de Microsoft 365. Vous verrez, on fera pas mal de démos, on n'a pas tant de salles que ça, on va faire beaucoup de démos, et les démos qu'on va vous montrer, pour vous dire à quel point on y croit, c'est la plupart du temps, alors des fois ce sera sur ce qu'on appelle des bacs à sable, mais beaucoup des démos qu'on vous fera, ce sera directement sur nos outils à distance, tels qu'on les utilise dans notre entreprise aujourd'hui. Voilà. À toi, Renaud. Merci Michel pour cette présentation. Donc effectivement aujourd'hui, Juste là. On ne voit pas. d'accord, pardon, merci. Donc aujourd'hui vous avez quasiment tous déjà des licences Office 365. Vous avez très certainement peut-être déjà utilisé, migré votre messagerie qui était peut-être un premise vers de l'externe. Vous connaissez déjà cette suite bureautique. Globalement, jusque-là, je n'apprends pas grand-chose. Hein, on la connaît premise, on la connaît dans le cloud. Au-delà de ça, on va avoir des outils, bien sûr, qui sont déjà déployés, peut-être avec Office 365, que vous connaissez également, vous avez entendu parler, c'est du Teams, du OneDrive, du SharePoint. Et ça crée déjà quelques environnements où les utilisateurs vont être disparates, ils vont commencer à mettre de la donnée, ils vont commencer à partager des éléments en externe, et ils vont commencer à utiliser tous les outils qui sont à leur disposition aussi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous présenter tous les outils qui sont liés à Microsoft 365, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, dont vous ne connaissez pas encore tous les éléments, et d'optimiser aussi ce qui est déjà contenu dans vos licences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez des licences, on va voir qu'il y a tout un tas d'outils qui vont vous permettre à la fois de gérer, de maîtriser et de sécuriser la donnée, et de sécuriser vos utilisateurs sans pour autant brider leur expérience. Donc on va avoir tout un tas d'outils
On va avoir tout un tas d'outils de sécurité avancés qui vont se greffer à ça, qui vont être en démonstration juste après. Je ne vais pas forcément parcourir tous les outils, mais on va avoir de l'authentification multifacteur, on va avoir du zéro mot de passe. Tout ça va être présenté juste après en démonstration. Des solutions de productivité qui vont permettre à vos utilisateurs de créer des outils qui leur sont vraiment personnalisés, mais qui sont aussi sécurisés et qui vont leur permettre de travailler en autonomie et de développer des choses qui leur sont propres. Avec tout ça, on est sur un avènement du travail hybride. On le connaît depuis le Covid, on le connaît avec le télétravail, on le connaît avec les outils qui sont en place et peut-être déployés sur Microsoft 365. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir gérer à la fois l'utilisateur dans son environnement externe et interne, éviter les burn-out, vérifier que tout se passe bien et avoir aussi des remontées analytiques sur les bons usages, les bonnes pratiques de votre organisation. Tout ça, ça nous a amené avec tout un tas d'expériences clients qu'on a déjà pu migrer, accompagner sur Office 365 à des constats qui sont des constats d'aujourd'hui et qui amènent tout ça à des risques de sécurité notamment. Donc, la diversité des espaces de données. Donc, on a parlé de SharePoint, on a parlé de Teams, on a parlé de OneDrive, on va revenir sur tous ces outils. Mais aujourd'hui, le risque, c'est quoi? C'est clairement de perdre de la donnée, de dupliquer la donnée. Tu veux, Michel, dupliquer la donnée, d'avoir des données obsolètes, des données transfuges, donc des données qui ne sont plus actives, des données mortes, mais des données qui peuvent être sensibles et qui peuvent avoir une valeur pour votre entreprise, qui peuvent être récupérées, on parlait de sécurité encore, on va beaucoup en parler, qui peuvent être récupérées par des personnes ou partagées, ou qui restent finalement actives sur des liens qui sont partagés en externe et qu'on ne voudrait pas que ça continue à l'être. Aujourd'hui, on a des coûts et duplicité de données qui sont parfois on-premise, des données qui ne sont pas migrées, versus des données qui sont dans le cloud. Donc là, pareil, le risque, finalement, c'est où est-ce qu'on recherche l'info? Où est-ce que mon document il est à jour? À qui je l'ai partagé? Comment je suis sûr de retrouver mes informations facilement? Comment j'accède à mes données de mon système d'information? Comment je retrouve mes outils RH? Comment je retrouve mes informations importantes? Comment je retrouve la vie de la société, finalement, facilement dans mes outils? Les difficultés liées au travail, évidemment. Donc là, c'est pareil. Comment mes utilisateurs vont se connecter? Est-ce que je les autorise les connexions depuis l'extérieur de mon organisation? Est-ce que j'autorise les connexions depuis n'importe où dans le monde? Est-ce que j'autorise d'ouvrir des fichiers depuis n'importe quel device, hormis le device qui est, peut-être le matériel qui est donné à mon utilisateur? Aujourd'hui, le constat, c'est effectivement que tout ça, ça résulte d'une absence peut-être de bonnes pratiques. C'est des outils qui ont été mis à disposition, que vous avez déployés peut-être parfois rapidement dans le temps. Et l'expérience utilisateur, alors, ce n'est pas non plus forcément de la meilleure. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont créées à gauche, des choses qui sont créées à droite. On utilise du fichier qui est sur le local, on essaie de se mettre sur des clés USB, on emmène de la donnée ailleurs. Donc tout ça, les utilisateurs se retrouvent avec des données qui sont, on le disait avant, pas à jour. La recherche d'infos est compliquée et le partage également. Donc, manque de formation, manque d'accompagnement, ça va donner, pareil, une résultante, tu peux aller sur le risque, une résultante qui va faire que les utilisateurs perdent beaucoup de temps à chercher la donnée, à se repartager, à écraser des documents et ainsi de suite. Le dernier élément, c'est aujourd'hui, vous avez des licences, vous avez des niveaux de licences qui vous permettent d'exploiter tout un tas d'outils qui, on l'a constaté, ne sont pas forcément optimisés. Donc peut-être que vous payez des licences et avec une utilisation à 5-10% de ce que vous pourriez en faire. Et là, on va vous aider aussi à optimiser le ROI, on va appeler ça le ROI de vos licences, c'est-à-dire vous donner la puissance des outils que vous avez dans Microsoft et cette puissance avec une maîtrise, avec une analyse, une sécurité, mais sans pour autant limiter l'expérience utilisateur. Après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collaborateur, il peut être partout, il peut ouvrir ses documents depuis n'importe quel matériel et il peut accéder à tout le contenu d'entreprise ou presque si c'est mal géré, si c'est pas bien mis en place, si les strates de droit d'accès, etc., n'ont pas été prévues, n'ont pas été bien mises à niveau. Ce qu'on va aborder, c'est du coup la sécurité, comment protéger ces données, comment les gouverner, les réguler évidemment, les superviser. Donc tout ça, c'est remonter de la donnée d'entreprise, de la donnée qui va être liée finalement à l'humain. C'est l'utilisateur, il va être au centre de cette expérience. Et si on lui donne les bonnes clés, la bonne pratique, les bons usages, les bons droits d'accès,
eh ben, ils auront toute la productivité et la puissance pour pouvoir donner le meilleur à votre organisation sans se poser de questions et avoir les meilleurs outils pour travailler le plus sereinement possible. On a mis tout ça en place chez Adista. On a mis ça en place chez d'autres clients. Aujourd'hui, on va vous présenter un intranet qu'on a mis en place avec une gestion des droits d'accès. Comment fonctionne Teams, comment fonctionne SharePoint, comment on peut intégrer tout ça dans un seul et même outil pour ne pas avoir un outil à gauche, un outil à droite et perdre l'utilisateur finalement. Et pour tout ça, j'invite Christopher à venir près de moi, qui va reprendre la main, qui va pouvoir vous présenter tout ça. Merci à vous. Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, Renaud l'a dit, on rencontre assez souvent chez nos clients un souci qui est la gestion de la donnée. Et on a notamment 3 outils dans Microsoft 365 qui permettent de stocker et gérer de la donnée. Vous les voyez ici, le premier c'est OneDrive, ensuite on a Teams et ensuite on a SharePoint. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils, en fait, on stocke, on va dire, de la même manière les documents, mais interviennent à un moment différent du cycle de vie du projet, voire même de la donnée directement. OneDrive, c'est quelque chose qui est en fait votre bureau. Ça remplace votre ordinateur, votre bureau. Vos données sont dans le cloud. Vous perdez votre ordinateur, ou vous le cassez, on vous le vole. Ne gardez pas vos données. Parce qu'on peut bloquer le PC, tout à l'heure, il peut vous se voler, par exemple. Par contre, vous reprenez un PC, on vous remet votre nouvel ordinateur, vous accédez à OneDrive, vous retrouvez toutes vos données. Ça, c'est l'aspect pratique de OneDrive. On est donc sur du cycle, on va dire cycle court, où je travaille de mon côté des petits documents, etc., avant d'aller sur un mode projet. Et là, on va rentrer plutôt dans Teams, sur plutôt un cycle moyen, où là, on va partager un peu plus avec un peu plus de personnes, donc au sein d'une équipe, partager les documents, faire évoluer ces documents. Et on arrivera ensuite sur du long terme, où là, une fois que ces documents sont complétés, on va devoir les partager à toute l'entreprise, ou au moins une grosse partie de l'entreprise, de façon pérenne. Et là, c'est plutôt SharePoint qui se pose en maître sur ce sujet. Donc, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais d'abord vous montrer OneDrive. Voilà, donc ici, nous avons OneDrive sur une interface web, sur des fichiers, voilà, tout simplement. Et sur cette interface, je peux faire beaucoup de choses. Je peux notamment retrouver l'historique des fichiers. Très simplement, ici, hop, historique des versions. Voilà, c'est un fichier créé pour la démo, donc il n'y a qu'une version. Et si je fais des modifs, une deuxième version apparaîtra et je pourrai facilement restaurer une ancienne version. Très pratique pour éviter les boulettes. On a également la possibilité de partager, vous voyez, toutes les options sont ici, de partager un fichier avec un collègue, voire même avec des personnes extérieures à l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on peut régler au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'on peut décider d'avoir une politique d'entreprise qui serait que je ne veux pas que mes utilisateurs partagent du contenu en dehors de l'entreprise. On peut tout à fait le régler. Nous, on l'a laissé ouvert. Vous voyez ici, voilà. Donc, je change ma façon de partager ce document. Je mets également des options de consultation, ou alors peut modifier, ou seulement peut mettre des commentaires. Je peux également mettre une date d'expiration du lien de partage. Je peux aussi mettre un mot de passe et éventuellement bloquer le téléchargement du fichier. Ça, c'est déjà un premier niveau de sécurité qu'on a au niveau utilisateur. C'est pour ça que tout à l'heure, Renaud disait aussi repositionner l'utilisateur et lui donner les bonnes pratiques. Ça en fait partie. On a également une synchro en local pour ceux qui préfèrent naviguer dans leurs fichiers à l'ancienne, on va dire. Pas de jugement. On a également une synchronisation sur le navigateur Windows, voilà, où je retrouve exactement les mêmes fichiers. Je suis juste dans mon explorateur de fichiers. Ça marche exactement pareil. Vous voyez ici que le statut est en vert validé. Ça veut dire que mon fichier est synchronisé.
Si je perds ma connexion Internet, je peux toujours travailler sur mes fichiers. Et ça va se resynchroniser dès que je récupère une connexion. Même si je n'ai plus de connexion Internet, je peux travailler. Pratique pour les déplacements dans le train, par exemple. Voilà pour ce qui est de OneDrive. Pas de réaction, très bien, ça veut dire que ça s'est bien passé. L'autre type, C'est quand même plus sécurisant d'avoir la synchronisation. Non. ah oui, bien sûr. Le problème, c'est que ça prend de la place sur le disque dur. Si on arrive beaucoup de données, Je ne crois pas. Quoi? La question pour les instances. Oui, pardon, oui, pour les gens qui parlent oui, donc c'est sécurisant, vous disiez, d'avoir cette on n'a pas deux- tout le temps avec une Voilà. connexion Internet qui va bien. Voilà, donc c'est sécurisant de ne pas avoir, de pouvoir répondre à ce problème d'accès à Internet, effectivement. Après, en termes de disque dur, je me tourne vers mon collègue et mon titre fichier, c'est normal, je vous fais tous. Je sais ce que j'affiche. Oui, pour l'accès au disque dur, c'est pas gênant, je crois, en termes de stockage. Hein, c'est ça, c'est pas sur le disque dur. C'est pas une copie. En fait, Ça dépend comment on le fait. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour discuter ce problème. En somme. Voilà, donc pour ce qui est de Teams, Teams sert principalement, comme on l'a dit, à faire de la communication au sein de l'entreprise, mais aussi vers l'extérieur. Donc nous, au sein de l'entreprise, on peut chatter, on peut s'appeler aussi en audio, on peut s'appeler en vidéo. Voilà, on a des gens en vidéo en ce moment avec nous. Au-delà de la conversation, on a également la notion d'équipe. Ce qu'on rencontre chez nos clients qui n'exploitent pas complètement Microsoft 365 et en particulier Teams, c'est qu'ils s'en servent d'abord pour faire de la conversation, mais ils n'exploitent pas les équipes. Les équipes vont vous permettre de vous réunir par thématique, alors soit par projet, soit par service, par exemple. C'est plutôt pratique pour faire du management de services, ce qui fait que vous avez des équipes plutôt qui resteront, on va dire, sur un très long terme. Par contre, les équipes projet, elles, sont plutôt auront une durée limite dans le temps. Ça, c'est important à intégrer, parce que sinon, vous allez avoir un empilement d'équipes qui, petit à petit, vont nuire à l'expérience utilisateur. Ça, c'est important d'avoir en tête ce cycle de vie, à chaque fois, du projet et les documents associés. Au sein d'une équipe, vous avez des canaux, ce qu'on appelle des canaux pour ici, on peut un canal général, par exemple, et on a des thématiques. Chaque canal est une thématique. Ces canaux, on peut les réduire à seulement quelques membres de l'équipe, voire même les ouvrir à une personne qui ne fait pas partie de l'équipe. C'est assez souple. Ça implique aussi une gestion, mais c'est très pratique. On a également... Oui, on est... Pardon. Parler de cycle de vie sur les équipes. Oui. D'archiver ces canaux de discussion et elles peuvent être remontées ou... Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut archiver une équipe une fois qu'elle est, une fois qu'on n'a plus besoin, qu'on doit la supprimer? Donc oui, on peut l'archiver et on peut la remonter, on peut récupérer tout le contenu. Dans Teams, je retrouve également mon calendrier qui est le même que sur Outlook. Je peux ouvrir, créer une réunion, inviter des gens, etc., de la même manière que sur Outlook. Teams, en fait, on se rend compte que vient en surcouche à quasiment tout l'écosystème M365. C'est-à-dire que ça devient votre centre de collaboration, voilà, à long terme, à tel point qu'on peut également intégrer une page SharePoint dans Teams. Donc là, c'est notre intranet. Nous, notre intranet est accessible directement depuis Teams. On peut aussi, je vais vous parler un petit peu plus de l'intranet, on peut aussi, avant ça, dans les onglets d'une équipe, ajouter des applications. Et ici, on a plusieurs onglets. Donc là, j'ai accès aux fichiers et j'ai des applications ici qui vont se charger, qui sont à la fois des applications Microsoft, mais aussi des applications tierces. Si par exemple, on a des utilisateurs de Trello, qui est assez utilisé pour la gestion de projets, si vous avez un compte Trello, vous pouvez très bien mettre un onglet Trello dans votre équipe Teams et ça fera comme si vous accédiez à Trello en mode web. Sauf que c'est intégré dans votre Teams. Vous restez dans votre interface de collaboration.
Donc, je reviens sur l'intégration de SharePoint. Donc, ici, nous avons notre intranet qui s'appelle Agora et qui est entièrement fait sur SharePoint sans coder. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut faire un intranet complet sans rien coder. Très pratique. Vous avez ici différents sites qu'on a réunis au sein d'un réseau de sites ou un hub dans le langage de Microsoft. Et dans ces sites, on va retrouver beaucoup de choses. On va retrouver notamment des bibliothèques qui vont nous permettre de partager du fichier, tout simplement. Donc, on a cette dimension stockage, encore une fois, de documents. Mais ici, vous voyez, on est sur du long terme, sur du partage au niveau entreprise. Donc, les bibliothèques sont là pour partager des documents à long terme. On peut également gérer l'accès à ces documents de façon assez fine. Alors, soit au niveau du site, soit au niveau de la bibliothèque, soit au niveau du fichier directement, et encore en plus au-dessus, en tant qu'administrateur, dans une interface d'administration. Ce qui est intéressant aussi, si je passe en mode web, ici, voilà, donc là je vous l'affiche sur une page web, c'était la même chose. Ici, je vais retrouver également une champ de recherche qui va chercher du contenu dans tout mon intranet. Voilà, ça c'est du temps réel. Faites ça sur un serveur. Généralement, ça se passe beaucoup moins rapidement. Vous avez également ici tout un tas de filtres. J'ai cherché une thématique CTX, une offre de téléphonie. Je peux trier sur les fichiers, je peux trier sur les sites, sur les actualités qui correspondent, voire même aussi sur des personnes. Si j'ai des collègues qui ont bien rempli leur profil utilisateur, voilà. Je sais que Denis, par exemple, maîtrise la solution CTX. Tu fais une recherche interne et externe? Enfin, non, là, c'est au sein du réseau de sites. D'accord. Donc là, cette recherche, elle se fait au sein de notre Internet. Et quand on est sur un site, quand on est sur un site en particulier, elle fait la recherche dans ce site en particulier. Là, je suis sur l'accueil de mon intranet. Donc, j'ai fait la recherche sur tout mon intranet, sur tout mon réseau de sites que j'ai identifié comme étant mon intranet, parce que ce n'est pas tout SharePoint, c'est juste le réseau de sites que j'ai choisi comme étant intranet. Et je peux également faire la même recherche dans un site. Dans un site thématique, là, vous voyez, j'ai écrit « Rechercher sur ce site ». Cette recherche, elle est full texte. Ça veut dire que ça cherche dans tout le document. Si vous avez un mot au fond du document, ça va le trouver. On a également l'avantage, au niveau documentaire, que ce soit à travers Teams, SharePoint ou même OneDrive, de faire de la coédition. C'est une option qui est très intéressante aussi. On ne peut pas faire dans un serveur de fichiers, on peut travailler en même temps à plusieurs sur un document. Et on voit notre collègue en même temps où se trouve le collègue sur ce document, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, on a encore des petites choses sur SharePoint. L'actualité, qui est très intéressante. Hein. Là, on a vu plutôt la dimension information, documentation. On voit très clairement ici qu'on partage aussi beaucoup d'actualités en interne. Donc, on a une grosse dimension de communication qui va vous permettre de changer de dimension au niveau de la com interne. Où là, on peut pousser très très loin et aller jusqu'à gérer notre intranet comme un site journalistique presque. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment développer la communication au sein de l'entreprise, écrite, image, mais aussi vidéo. C'est aussi des outils qui permettent de faire de la vidéo, diffuser la vidéo directement dans l'intranet. On peut également gérer le droit d'accès au site, donc directement depuis l'interface SharePoint. Je peux dire qui a le droit de visiter mon site, qui a le droit de le modifier, qui en est propriétaire. Qui est propriétaire, ça veut dire qu'il a le droit de dire qui a le droit. On peut faire ça également au niveau admin, avec des restrictions encore plus fortes. Là, on est sur un usage SharePoint, on va dire, classique, mais on peut pousser encore un peu plus loin la partie administration. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les statistiques. Quand on commence à faire de la communication interne et partager du contenu, c'est aussi très intéressant de savoir si nos utilisateurs utilisent ces sites-là. Donc, on a des stats automatiques sur 7 jours ou 30 jours. Et on voit donc les nombres de visiteurs uniques par jour ici. Vous voyez, par exemple, avec le 2 novembre, on avait 188 visiteurs uniques. Et là, le 9 novembre, il y avait 356.
Les totales de visites sur ce réseau de sites depuis 30 jours, presque on a plus de 23 000 pour un peu plus de 200 collègues. Donc un site très utilisé. Et voilà, on voit également les sites qui sont les plus parcourus, les fichiers qui sont les plus lus, les articles également qui sont les plus lus. Voilà. Un tas de statistiques disponibles au clic. Tout ça, vous l'avez développé ou c'est... Non, tout ça, c'est sans code, c'est intégré à SharePoint. Donc voilà pour ce qui est de tout ce qui est outils de stockage de fichiers. Ah, on a une autre question, pardon, oui. C'est pas une question, c'est plutôt un complément d'information. Je pense qu'il peut être aussi important d'ajouter que SharePoint a un espace de stockage limité. Donc justement, au niveau de la société, on rencontre cette problématique-là. SharePoint a donc un espace limité qui n'est finalement pas très gros par rapport à certains besoins. Alors, je répète au micro, pour ceux qui sont en ligne. Vous me dites que le stockage est limité côté SharePoint. Alors, le stockage est limité en fait, c'est par rapport au nombre d'utilisateurs. C'est ça. Alors, je crois que de base, c'est 1 Tera, c'est ça, plus 10 gigas par user. C'est ça. Et en fait, in fine, derrière, une fois qu'on a cette première base qui a été ramenée par cette opération mathématique, pardon. Ouais, du coup, en fait, on a 1 Tera de base avec 10 gigas par user supplémentaire. Mais une fois qu'on a cette base-là, il faut savoir qu'on peut faire une adjonction d'espace de stockage à SharePoint et on peut monter jusqu'à 25 Tera en fait. Ou effectivement, néanmoins, si vous dépassez les 25 Tera, effectivement, la problématique reste. Et si en fait j'ai moins de 25 Tera de données qui ont vocation collaborative en fait au sens large, on est dedans tout en sachant que souvent aussi, finalement, quand les données sont bien réparties, vu que chaque personne a 1 Tera de stockage sur son OneDrive, si on fait quand même bien le découpage que chacun met sur son OneDrive, les données qui lui incombent et ce qui a vocation collaborative pour l'entreprise sur SharePoint, on a in fine très peu de problèmes de ce type-là en fait. Ouais, très peu. Quand on est dans le pool collaboratif, ça peut poser problème. Bah, c'est notre cas et nous, on n'a pas de problème. Justement, c'est un sujet important. C'est un sujet, voilà, il faut regarder comment est stockée la donnée et comment elle est utilisée. Ah, peut-être sur Terre précieux. Je termine également. SharePoint et même Teams également permet d'intégrer des applications développées grâce à la Power Platform, donc des applications faites maison, qui là, pareil, nécessitent, on va dire, peu de compétences de développement. Je vais laisser la parole à Michel pour présenter cette appli de gestion des incidents. On a un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Power Platform, Power Apps, Power Automate, Power BI. Donc ce sont des suites logicielles qui sont embarquées dans la plupart des plans de sensing que vous utilisez chez 365. Et donc là, on a un cas d'usage très simple qu'on est en train d'implémenter chez nous. En quelques heures de travail, on a réussi à modéliser quelque chose qu'on identifiait comme une souffrance chez nous. C'est voilà, on a 35 sites chez Avistar répartis sur l'ensemble du territoire. On a un responsable de site par site, bien entendu. On a des usagers. Et bien, c'est très trivial, mais les usagers ont des besoins sur ces sites. Il n'y a plus de café, il y a un problème de fuite, la clim ne marche plus. Vous voyez, des choses très basiques. Donc jusqu'à présent, ça passait par soit on croise la personne au café, soit on lui passe un coup de fil, soit on lui fait un mail. Là, on a développé en quelques heures un petit portail qui permet à l'usager de venir saisir son incident. Vous voyez, c'est un format smartphone, ça veut dire qu'on peut avoir l'application directement sur le smartphone. On peut prendre une petite photo si c'est un problème visuel, on va dire, et qu'on peut illustrer la problématique par cette photo. On pousse ça, ça arrive dans un workflow documentaire au travers de SharePoint, où derrière, la personne, l'usager qui a mis la demande, verra le statut, l'avancement de sa demande jusqu'à sa résolution. Et côté responsable de site, gestionnaire de site, ça lui permet de ne pas avoir des demandes dans tous les sens sur sa messagerie téléphone, sur sa messagerie Outlook, sur ses SMS, bref. Ça lui permet de centraliser ça. On n'a pas, voilà, on
On l'a codé avec des personnes qui ne sont pas des développeurs. C'est du low-code, hein, ce qu'on appelle le low-code. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. Alors, ça nous demande un peu de prise en main quand même, ça va en claquant des doigts. Mais ça demande très peu de compétences, finalement, un petit peu de formation, d'accompagnement. Donc, tout simplement, ça évite d'aller racheter une application métier ou de faire développer sur mesure une application métier ou d'aller embêter des DSI qui sont extrêmement occupés en général et qui n'ont pas forcément le temps pour traiter ce type de demande. Là, je vous ai donné un exemple qui correspondait à une souffrance chez nous de création d'un incident sur un site. Et imaginez les cas d'application que vous avez chez vous, transposez-vous. Imaginez les utilisateurs finaux, des choses peut-être bêtes et sans valeur qu'un collaborateur peut faire au quotidien. Peut-être que lui, il a l'idée de se dire si on améliorait le processus, si on automatisait, peut-être que ça me simplifierait la vie, que je passerais mon temps à faire des choses beaucoup plus utiles et beaucoup plus valorisantes. Et donc, c'est la promesse de ce type d'outil. Et là aussi, donc là, il y a des perspectives extrêmement séduisantes en termes de ROI, bien entendu, sur nos licences 365. Je crois qu'on parle de Teams téléphonique sans maintenant, c'est ça? On ne peut pas parler de Teams téléphonie encore. Ah, le fil. Alors peut-être, voilà, on fait un peu sans enchaînement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la plateforme. On peut interconnecter avec plusieurs bases de données. Oui, effectivement. Alors, on peut le faire. Alors, oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, là, je reformule, est-ce qu'on peut interconnecter la Power Apps avec des bases de données, avec des API ou ce genre de choses? La réponse est oui. Alors, on peut le faire sur un simple fichier Excel. On peut le faire aussi sur des bases de données. On peut le faire sur le Dataverse de Microsoft. Et donc, ça permet aussi au DSI, quelque part, si vous organisez ça correctement, de garder la maîtrise sur les données, de dire, voilà, vous publiez les données à vos utilisateurs, à vos collaborateurs, mais vous gardez la main. Ça permet aussi de contenir une certaine forme de shadow IT. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de DSI dans l'Assemblée qui sont confrontés à ces problématiques-là. Donc, effectivement, la réponse est oui, on peut interconnecter tout ça avec le reste du Garder le format. Voilà, c'était effectivement, on a pris un exemple comme ça, très rapide, mais format smartphone, tablette, voilà. D'autres questions sur les plateformes? En responsive, est-ce qu'il peut être disponible en format PC sur PC? Ah, si, tout à fait. Là, on peut très bien imaginer. Alors, elle n'est pas publiée encore sur notre Agora, mais d'ici quelques jours, cette application sera publiée sur notre Agora. On avait encore quelques petites adaptations à faire. Et donc, vous déclarez votre incident. Voilà. Alors, l'ergonomie, ça sera à peu près la même que celle-ci sur le PC, mais c'est pensé aussi pour être sur un smartphone. Après, vous avez d'autres univers au travers des plateformes où la page de saisie ne sera pas vraiment vue pour être sur un smartphone, mais plutôt sur un portail à travers un écran. Enfin, voilà, c'était vraiment un cas d'usage spécifique, mais c'est beaucoup plus large que ça. Pardon. Il me semble aussi qu'il est possible d'automatiser certaines tâches. Oui, tout à fait. Hein, avec Power Automate, alors je ne suis pas un spécialiste technique, mais je peux vous raconter un peu à quoi ça sert. Effectivement, on peut très bien dire, voilà, une fois que j'ai saisi l'incident, j'envoie une notification à un certain nombre de personnes qui sont identifiées comme devant être notifiées. Donc, typiquement, c'est un robot qui va, une fois qu'on aura mis les bons éléments déclencheurs, va faire ce qu'on lui a demandé d'exécuter. Donc, des tâches basiques d'envoi de mails, de chat, de ce que vous voulez, quoi derrière, d'enregistrement de fichiers, de transfert de fichiers. Voilà, c'est cet univers de Power Automate qui est aussi très intéressant. Téléphonique. On vous en touche un mot quand même parce que je pense, je ne sais pas si certains d'entre vous sont utilisateurs de Teams téléphonie déjà. Trop cher. Bon, on va faire une petite démo. Effectivement, Teams, vous l'avez vu, la promesse, c'est finalement, c'est un peu le credo de Microsoft aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, la modern workplace, la modern work, tout passe par Teams, c'est l'interface unique à partir de laquelle vous avez tous vos outils du quotidien, et notamment Teams Téléphonie. Donc, imaginez que peut-être certains d'entre vous sont sur Skype, me semble-t-il, d'autres sont peut-être encore sur des téléphonies plus traditionnelles ou sur des solutions de communication unifiée concurrentes.
tout cas, voilà, aujourd'hui, on peut vous accompagner de bout en bout sur cette solution Teams Téléphonie. On va vous faire une petite démo, ce sera beaucoup plus parlant, mais imaginez qu'on peut transposer tous vos scénarios d'appel, toute l'intelligence de la téléphonie dans votre organisation. On peut demain la transférer dans un Teams, alors Teams tout seul ou avec des surcouches applicatives qui vont apporter un certain nombre de compléments pour des centres d'appel, pour des standards, pour ce genre de choses. Je laisse faire la démo. Du coup, effectivement, donc l'interface qu'on a en termes de téléphonie, on retrouve aussi sur la partie applicative, bien évidemment. La première chose en fait qu'on peut voir ici, c'est que dans Teams Téléphonie, en fait, je peux partager ma ligne avec d'autres utilisateurs. Ce qui peut être sympa quand on fait par exemple des backups pour les projets ou autres. En fait, on n'a pas nativement, c'est-à-dire que quand mon collègue Stan va recevoir un appel, il sonnerait automatiquement en fait, chez moi sur la durée de la période définie qui serait ses congés. Et après, donc, très simplement, attends, on m'appelle déjà. Merci. Donc là, on voit que je reçois un appel qui va popper ici, et là, s'affiche. Donc, je vais avoir les participants, puisque directement, je vais pouvoir appeler un autre numéro ou taper le trigramme d'un de mes collègues pour l'ajouter dans la conférence. Néanmoins, je vais pouvoir aussi directement le mettre en attente, parquer l'appel. Parquer l'appel, ça veut dire qu'en fait, je vais mettre l'appel dans un pool composé de personnes, et toute personne de ce pool d'appel pourra reprendre automatiquement en fait, cet appel, selon sa disponibilité ou aussi son bon vouloir. Et finalement, je vais aussi pouvoir effectivement transférer les appels très traditionnellement. Et de la même manière, voilà, je vais aller chercher en fait mes petits collègues ou des call queues ou encore des serveurs interactifs s'il faut que je redirige l'appel par-dessus. Effectivement, après, ce qui est très important de rappeler, c'est comme l'a dit Michel, c'est que si aujourd'hui vous avez des serveurs locaux interactifs sur plusieurs niveaux, vous avez des scénarios d'appel avec des call queues où tout le monde prend l'appel en même temps, sinon si j'ai des appels en cascade, ce genre de choses-là, c'est pleinement en fait aujourd'hui géré par Teams Téléphonie. Et donc, ça s'enrichit effectivement de briques supplémentaires. Si j'ai des besoins de type POPC, ou je souhaite avoir des statistiques qui seraient réellement enrichies, si j'ai par exemple un centre de contact et autres. Donc, tout ça, c'est pas gratuit. Alors non, en fait, effectivement, c'est pas gratuit. Finalement, ça se découpe en deux choses. La partie qu'on appelle le phone system. Le phone system, c'est juste l'IPBX virtualisé par Microsoft. Et in fine, à côté de ça, il y a un complément à Dista qui s'appelle donc Direct Routing, qui est le fait en fait d'acheminer entre MC dans Teams, et ça passe par les SBC qui sont hébergés dans les data centers de la Dista. Donc finalement, pour résumer, c'est que la partie IPBX est ramenée par Microsoft et la partie couverture avec l'extérieur sur le réseau téléphonique est ramenée par la Dista. Mais c'est effectivement un complément. Et on a une notion de réservation de canaux voix, c'est exigeant. Alors, après, nous, on est à l'utilisateur. Du coup, finalement, c'est que chaque utilisateur a son canal derrière. Réservé. Ouais, tout à fait. Donc ça, on le manage sur l'IPBX côté Microsoft. Il n'y a pas besoin de le manager. En fait, ce qu'on va surtout manager finalement au niveau Microsoft, c'est le fait que la personne possède la licence. Parce que si elle n'a pas la licence, elle n'a pas le service. Et le fait de lui attribuer son numéro. Et derrière, après, c'est transparent. D'accord. On n'a pas à gérer plus que ça. Et potentiellement, juste à gérer le fait de mettre un individu dans une fonction. Et ça, c'est là-dessus aussi au niveau du service. Téléphone de bureau, on fait tout avec le smartphone. Oui, tout à fait. On fait tout avec le smartphone. Et puis l'avantage aussi, finalement, qu'on a avec ça, c'est qu'à partir du moment où on a Teams sur son mobile, en fait, quand je reçois du coup un appel sur mon 01, j'ai et mon PC et mon smartphone qui sonne. Et derrière, finalement, ça veut dire que mon téléphone portable porte à la fois mon 06 et mon 01. Ce qui est plutôt pas mal. On peut le faire aussi sur les terminaux plus traditionnels ou même des DECT. Oui, c'est ça. C'est que par contre, effectivement, si on a des gens qui sont encore attachés au fait d'avoir un téléphone sur son bureau, il peut l'avoir de deux manières finalement. Soit des téléphones qui sont dits Teams Ready,
et du coup dans lequel je vais simplement me loguer. Ou aussi, accessoirement, finalement, tout matériel qui est reconnu par un PC comme un micro et un casque. Donc même les téléphones USB entre guillemets actuels ont office de téléphone compatible. Oui, les problèmes de logique et de latence. Alors, voilà. Non, objectivement, en fait, il n'y a pas de problème spécifique. Après, la différence, effectivement, qu'on a, c'est que bah, si je reçois effectivement, si je décroche depuis mon Android, ça va dépendre de ma connexion 4G nécessairement. Et bah, quand je reçois des appels, effectivement, que je suis en télétravail à la maison, ça dépend de la box. Ça, effectivement. Mais finalement, comme tout système de téléphonie qui serait en VoIP, donc il n'y a pas de problème spécifique en plus. La puissance du terminal, c'est qu'on a un peu beaucoup qui puisse faire tourner Teams. Et pour les gens qui sont en atelier et qui n'ont pas de. Pour les gens qui sont en atelier et qui n'ont pas de PC, alors il y a plusieurs moyens de les traiter. Finalement, si c'est des personnes qui ont une nécessité d'avoir, bah, par exemple, des DECT, en fait, on peut avoir une gateway qui fait passer le DECT. Sinon, si c'est simplement, bah, par exemple, dans cette salle, si je souhaitais avoir un téléphone à, entre guillemets, libre usage, en fait, c'est quelque chose qui est possible aussi. Microsoft appelle ça le Common Area Phone, et donc c'est un équivalent de téléphone de service. Et il porte, en fait, il ne serait pas lié à un utilisateur comme votre ligne à vous, il serait lié en fait à l'endroit dans lequel il se trouve, mais porterait néanmoins son propre numéro. Ah oui, j'ai vu quand vous avez reçu l'appel, vous avez reçu le 06, mais du coup, c'était un de vos collègues, il n'est pas lui à la base de données des contacts de Outlook? Non, parce que ça, c'est mon environnement de test, en fait. Et du coup, okay. Renault n'est pas dedans. Néanmoins, effectivement. Dans un cas concret, c'est le cas. C'est ça, c'est que du coup, nécessairement, comme finalement, Teams, c'est le hub un petit peu de toute l'expérience Microsoft. Effectivement, tous les contacts d'entreprise que j'ai qui sont portés par Apple, enfin, du coup, Exchange Online, en fait, vont remonter effectivement automatiquement en dénomination. Ça remettra une meilleure prix. Il y a un ERP qui va remonter les clients et les fournisseurs. Et le RP est interconnecté avec 365 du coup, et on peut le lire. Alors oui. Et du coup, ça veut dire que ça va nécessiter simplement de déclarer le RP en application entreprise dans son Azure AD et de juste lui donner les autorisations nécessaires en lecture dessus. LDAP. Comment? Tu peux LDAP. Bah, ça dépend de ce que tu fais. En fait, LDAP, si tu veux juste faire de la lecture. Après, si tu veux gérer des identités uniques, un SSO avec un SAML, après, c'est au cas par cas, mais du coup, la puissance aussi, finalement, de la suite, c'est qu'elle peut s'interconnecter avec n'importe quel type d'application derrière, pour simplifier le management. Oui, c'est Microsoft qui va porter après l'identité unique et qui va synchroniser, lier toutes les applications. Ouais. Voilà pour la fin de la partie usage. L'enregistrement des appels se fait automatiquement, il y a quelque chose à régler. Comment? L'enregistrement des appels. Ici, l'enregistrement des appels, le fait qu'il soit noté là? Ouais. Non, ça se fait automatiquement. Ah, mais c'est déjà automatique là, présentement. Et ça, c'est de base, le fait d'avoir son petit historique d'appel et autres. Et c'est enregistré la conversation. Ouais. Ah, d'accord, pardon. Du coup, oui, ça, c'est quand je l'avais dans mes 3 petits points, en fait, enregistrer l'appel. Oui, pardon. Alors, derrière, tu peux l'avoir en automatique aussi, c'est une politique. Voilà, mais par contre, du coup, qui n'est pas mise par défaut. Voilà. Mais du coup, c'est derrière, en fait, comme chaque individu aussi est lié lui-même par ses droits et ses devoirs à une politique, je peux avoir des utilisateurs qui, par défaut, ça leur enregistre, et d'autres, où ce serait à leur nom. C'est pas comme sur un serveur IPBX où on peut avoir une valeur par défaut d'enregistrement. Bah là, en fait, il suffit de le mettre en politique et j'applique la politique à tout le monde. In fine, c'est la même chose. Mais là, c'est juste que du coup, j'ai la solution de l'avoir pour tous, ne pas l'avoir pour tous, ou l'avoir pour seules les personnes en fait, qui ont une nécessité de l'avoir. Oui, donc, dites-moi. Pour optimiser un peu les licences, est-ce qu'on peut attribuer un numéro à 4 ou 5 personnes? Question piège. Microsoft me dit dans mon oreillette, je ne peux pas. Voilà. Après, bah, là, ça dépend toujours de comment on fonctionne, puisque par exemple, en fait, dans le cadre d'un téléphone d'espace commun, en fait, le numéro est attribué finalement à la personne qui s'y trouve. Donc, je vais utiliser la réponse préférée de mon juriste, le directeur juridique, oui et non, ça dépend.
Voilà. Après, il peut y avoir plusieurs périphériques sur ce numéro commun, là, sur ce poste commun. Ouais, bien sûr. Tu peux avoir 2-3 smartphones en charge avec ce numéro commun. Et... Techniquement, tu peux. Microsoft X, c'est mal. C'est bon pour cette partie? Il y a d'autres questions? Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, donc ça va clore la partie un peu du coup l'usage. Du coup, je vais repasser le micro à Michel. Il va vous introduire à la gouvernance. Alors, quand même, avant d'aller sur la sécurité, puisque ça va être la deuxième partie de notre présentation, on va arriver sur le sujet de sécurité. Je voulais juste préciser que si Christopher parle si bien d'Agora et de l'ensemble des outils, c'est lui qui a développé ce site. Voilà. On avait planifié, on avait cette vision avant le confinement, et on a mis un gros coup d'accélérateur justement du confinement. Il devait sortir normalement un mois, je sais plus. Voilà. Et puis finalement, on l'a sorti pour avril, juste 3 semaines après le confinement, parce qu'on avait vraiment un besoin de redonner du lien, pousser de l'activité, des actualités de l'entreprise vers les collaborateurs. On est problématique d'être très à distance, 35 agences pour 900 collaborateurs, donc il fallait garder tout le monde dans le bateau. Et donc, la transition vers la sécurité, on va parler désormais de patrimoine informationnel et pourquoi aujourd'hui, finalement, ces problématiques de sécurité sont extrêmement prégnantes, beaucoup plus que par le passé, même si elles étaient déjà prégnantes par le passé. On va dire dans le cadre de la caméra, je pense. Présentation moderne, il faut penser à tout. Donc en fait, ce que vous avez vu, là, tout ce que vous avez vu, c'est des choses qui existent, que nous avons mis en place, que nous utilisons au quotidien. La problématique, c'est qu'on pousse ces informations dans un cloud public. La problématique, c'est que la promesse de ces outils, c'est que n'importe qui, de base, à partir du moment où il est autorisé à rentrer sur l'environnement 365, n'importe qui peut accéder à n'importe quel document de base, si on ne met pas en place de stratégie de sécurité, à partir de n'importe où. C'est-à-dire qu'il peut accéder à partir de chez lui, au travers de sa box, avec un terminal que vous lui aurez mis à disposition, mais aussi avec son ordinateur perso, avec son smartphone perso. Donc, on va avoir un problème d'exposition de ce qu'on appelle le patrimoine informationnel. Voilà. Donc, le patrimoine informationnel, vous comprenez le concept, c'est pas très compliqué. On dit que les données sont le nouvel or noir, n'est-ce pas? Bien tout simplement, c'est la valeur, c'est une partie de la valeur de votre entreprise. C'est vos bases de données, c'est vos fichiers clients, c'est les fiches de paye, c'est peut-être des brevets, peut-être des informations confidentielles par rapport à vos concurrents. Bref, c'est tout un tas de choses que vous avez certainement entendu, qui traînent à droite et à gauche, et vous voulez déployer quelque part des stratégies pour préserver ce patrimoine informationnel, pour l'optimiser, pour le valoriser. Donc, ça va être tout notre sujet désormais. Comment on met en place ces stratégies, comment on respecte ce qu'on appelle la conformité. Alors, une conformité, un exemple très simple, vous êtes tous concernés par la conformité au RGPD, c'est quelque chose qui tombe de l'État, qui s'applique à tout le monde. Donc, typiquement, 365 peut vous aider à implémenter ce type de respect gouvernemental, comment on respecte, comment on fait en sorte que mon RGPD soit bien implémenté dans mon système d'information. On peut aller plus loin. Toutes les autres normes auxquelles votre organisation, en fonction de vos métiers, pourrait être éligible, ou parce que vous souhaitez atteindre un certain niveau de qualité au travers de normes ISO, ce genre de choses. Également, ces sujets-là peuvent être adressés par 365. La valorisation de vos données et l'optimisation. Voilà. Donc, on va rentrer très rapidement dans le sujet de la sécurité. On va revenir, avant de vous faire une petite démo, je convoque Adrien, je vais peut-être en sortir comme ça. Donc, c'est un autre spécialiste sécurité, vous allez voir, il est intarissable sur le sujet. Il va revenir avant de vous montrer quelques cas d'usage qui ne seront pas très techniques, qui vont tout de suite vous évoquer des situations du quotidien. On va revenir juste sur quelques fondamentaux de la cybersécurité. On va faire ça, on va rester à portée et pas tutoyer les sommets, mais c'est important de revenir vraiment sur qu'est-ce qu'une politique de sécurité finalement, comment on gère ça. Rien. Merci. Oui, effectivement, l'information a une valeur aujourd'hui, il faut savoir la protéger. On a des nouveaux enjeux.
Et juste pour vulgariser finalement le cheminement et la question à laquelle on va chercher à répondre, avec ça, c'est simplement de savoir qui accède à quoi et comment il y accède. Ce qui veut dire que derrière, en fait, voilà, on va avoir un premier niveau, et la gestion des identités et la gestion des accès. Donc effectivement, la gestion des identités, c'est très simple. Quel individu suis-je et du coup, quels sont mes droits et mes devoirs dans les applications, mes droits et mes devoirs d'accès. Qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je ne peux pas avoir. Après, la partie du coup, gestion des accès, effectivement, là, c'est une partie un peu plus importante, c'est quid en fait de mes connexions, puisque comme ça a été évoqué préalablement, tout l'environnement finalement est ouvert. De base, je peux me connecter depuis n'importe où, depuis n'importe quel device. Donc c'est là que j'ai à mettre en place en fait une sécurisation et où on va définir des critères. Puisque finalement, ce qu'on connaît tous assez traditionnellement finalement en tant que particulier, c'est la partie MFA où j'ai un login, un mot de passe, et puis soit je reçois un code par SMS ou j'utilise une petite application, par exemple. Or, derrière, avec Microsoft, on développe ce qu'on appelle des accès conditionnels. Donc, sous quelles conditions j'accède aux outils de moi ici, et je vais pouvoir rajouter des variables en fait supplémentaires, en plus et de façon finalement transparente pour les utilisateurs, puisque comme on a vu effectivement aussi avant, le but c'est pas de les brider, c'est pas de leur faire perdre de la productivité. Mais du coup, notamment, je vais pouvoir travailler sur le fait de depuis quel pays ai-je le droit en fait de me connecter ou non. Parce que par exemple, si je suis une entreprise fondamentalement franco-française, tous mes employés ne sont qu'en France. En fait, pourquoi aurais-je des connexions qui viennent en fait d'un autre pays? Puisque finalement, c'est majoritairement, dans la majorité des cas, potentiellement malfaisant. Depuis quel device en fait suis-je autorisé à me connecter? Est-ce que je me connecte que depuis les devices qui sont délivrés par l'entreprise? Ou est-ce que j'autorise dans ma politique informatique mes employés à se connecter depuis chez eux? Est-ce que je considère qu'il faut que mon device soit dans un bon état de santé, soit compliant? Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'une machine qui serait sous Windows 7, est-ce que je lui autorise la connexion ou non? Et finalement, à partir de l'ensemble de ces points, on va pouvoir les mixer tous ensemble pour faire une vraie politique d'accès. Finalement, avec 7 ou 8 facteurs de conditions, ce qui va améliorer ma posture de sécurité puis diminuer finalement mon risque. Mais ça, toujours de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Il n'aura pas d'action à mener de façon supplémentaire par rapport à sa méthode de connexion aujourd'hui. Et après, du coup, effectivement, il y a la partie gestion du parc matériel, puisque quand j'ai parlé du fait que la machine puisse être un facteur d'authentification tout à l'heure, ça veut dire néanmoins qu'il faut que cette machine soit gérée, soit maîtrisée, et s'assurer effectivement de sa compliance et de sa bonne santé. Du coup, là-dessus, on va avoir des outils de type MDM qui vont nous permettre d'appliquer des strates de sécurité, de pousser des profils de configuration, de pousser des mises à jour, pousser des applications. Et du coup, ça finalement, avec la puissance du cloud, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir gérer l'employé, même s'il n'est pas dans le domaine de l'entreprise. Donc même s'il est chez lui finalement. Puisque pour beaucoup, pendant le Covid, ça a été de se dire, en fait, les gens sont chez eux pendant 2 mois. Comment je leur passe les mises à jour Windows? Comment je leur passe, par exemple, les clients VPN? Alors que là, du coup, comme on n'est plus lié au domaine, on peut gérer toutes les personnes en ultra-mobilité sur tous ces aspects-là. Et finalement, qu'elles aient un PC, qu'elles aient un Mac, qu'elles aient un Android ou un téléphone du démon, on appelle. Exactement. Et ça de façon transparente. Et très récemment, depuis très récemment, finalement, on peut aussi gérer des PC qui sont sous Linux aussi, de cette manière-là. Et derrière, finalement, on va avoir le dernier point, qui est la protection de la donnée. Puisque finalement, là, on sait qui accède aux données. On sait comment ils y accèdent, avec quel device. Mais présentement, du coup, la donnée est protégée seulement en accès. Ce qui veut dire que derrière, on va pouvoir appliquer des mécanismes au travers de Microsoft 365 qui vont permettre que la donnée soit chiffrée et que seules certaines personnes aient le droit de la lire, finalement.
C'est-à-dire que, du coup, demain, si j'ai une communication, par exemple, qui serait un échange de COMEX avec un rachat d'une entreprise, je pourrais finalement mettre un petit label sur mon document qui serait donc typé niveau COMEX, qui fait que ce document serait chiffré. Et donc, si un membre du COMEX d'Alista, en fait, ouvre le fichier, lui, il peut pleinement le lire. Et si moi, je prends ce même fichier au même endroit, je ne pourrais pas, en fait, ouvrir ce document. Et du coup, ça, c'est inhérent au document en lui-même, ce qui veut dire qu'un autre exemple, c'est qu'une personne qui fait partie de votre organisation a accès, en fait, en lecture à une donnée à un moment donné. Et ça, c'est légitime, même si la donnée est exfiltrée, au moment où, en fait, on le retire de l'entreprise, donc de la SURAD, en fait, il perd le droit d'ouvrir le fichier, même si le fichier est déjà sorti sur une clé USB ou sur son PC perso ou autre derrière. Et ça suit du coup les cycles de vie, puisque, outre finalement cette protection-là, on peut appliquer donc des stratégies potentiellement, par exemple, de rétention, ou aussi des stratégies, je vais dire que ma donnée doit être automatiquement, par exemple, effacée au bout d'un moment, soit par compliance légale, ou simplement par gouvernance, parce que je me dis quelque chose qui est inusité depuis ce temps, par exemple, peut être soit supprimé, soit passé en archivage. Pour la partie à peu près explicative, et puis comme ça, on va regarder ça un petit peu plus en mode démo. Adrien, ça veut dire que du coup, si les informations très d'entreprise et qu'elles sont chiffrées, du coup, elles ne sont pas utilisables du coup par un attaquant, par exemple, qui voudrait sur le dark web. C'est ça, puisque finalement, en fait... Répète juste la question pour ceux qui sont connectés. Ah oui. Du coup, la question était, est-ce que quelqu'un qui exfiltre la donnée peut la lire? Et du coup, de facto, non. Puisque finalement, dans ce paradigme de la sécurité, et dans cette philosophie-là, ce qu'on dit, c'est que finalement, la problématique, c'est pas vraiment que la donnée soit exfiltrée. En fait, la vraie problématique, c'est que la donnée soit lue. Et du coup, c'est pour ça que Microsoft a pris partie de pallier à ce problème-là de cette façon. Et sur un partage OneDrive, quelqu'un pousse. Du coup, sur un partage OneDrive, ça dépend finalement, parce que du coup, je fais un partage OneDrive. Du coup, mon fichier, par exemple, il a une balise interne. Je partage en OneDrive du coup avec Chris. Chris, il va pouvoir le lire. Par contre, en fait, je tape Chris par réflexe, je ne vois pas, ça me sort un autre Chris. Ce Chris va recevoir le lien et ne pourra pas lire le fichier. Du coup. Donc ça permet aussi de se prémunir finalement de petites boulettes comme ça de la vie quotidienne, où souvent on tape un prénom, ça envoie à quelqu'un d'autre parce qu'il avait le même prénom. Et comme ça, on a juste à finalement envoyer un message en mode Eratum, c'était pas pour vous, plutôt que d'envoyer un message Eratum et puis se stresser parce que la personne a eu l'info. Ça marche dans le même cas si on fait un partage OneDrive, que le collaborateur avec qui on a fait le partage, il le télécharge le fichier de OneDrive, et il ne pourra pas le consulter non plus. Non. Dans le OneDrive. Du coup, ça, on va le voir parce que du coup, j'ai préparé des petits documents avec des petites balises, justement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais déjà, on va faire juste un petit point sur les mots de passe où on a tourné des petites vidéos. Page d'or au Festival de Cannes, je vous préviens d'avance. Là, du coup, qui montre en fait le fait, parce que tout à l'heure, en fait, on parlait justement d'authentification et autres, d'avoir le smartphone, mais nécessairement, on a des entreprises qui ne délivrent pas de smartphone à leurs utilisateurs. Et du coup, on va avoir des utilisateurs qui vont dire oui, j'ai un smartphone à titre perso. Par contre, je ne télécharge pas l'appli dessus parce que je ne veux pas mélanger. Et du coup, là, on voit au niveau du port USB du PC qu'on a une petite clé qui s'appelle du coup une clé FIDO et qui permet de se substituer finalement au téléphone. Et donc là, qui montre bien que la connexion, ça demande en fait, ça détecte la clé et ça demande en fait de toucher la clé de sécurité, puisque ce modèle-là a une empreinte, un lecteur d'empreinte biométrique en plus, ce qui rajoute un nouveau facteur de sécurité. Et du coup, de la même manière, en fait, ça veut dire que je vais appliquer le fait d'être dans le bon pays, d'avoir le bon critère de sécurité et autres, mais néanmoins, au lieu de recevoir une notification sur mon smartphone, ça va être une empreinte digitale qui est ma clé qui va contenir les informations de connexion supplémentaires. Même si on perd la clé, elle n'est pas utile.
Bah, en fait, il faut qu'on vole ta clé, ensuite qu'on te mette au sol, qu'on coupe ton doigt. Et à ce moment-là, effectivement, mais du coup, tu as des problèmes humains à gérer plus qu'informatiques. Il y a des terminaux qui embarquent déjà des lecteurs. Oui, absolument. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, sur certains terminaux qui utilisent Windows Hello et la biométrie, on peut finalement aussi utiliser ce lecteur de biométrie en lieu et place d'une clé. Voilà. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'effectivement, j'ai un petit document. Comme j'avais beaucoup d'inspiration, il s'appelle document. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et donc là, on voit comme j'ai une valise MP, ça m'a rajouté une petite tag qui s'appelle sensibilité, si vous l'avez en français, et du coup, qui va mettre en place, qui va remonter toutes les strates que j'ai moi le droit d'appliquer en tant qu'employé. Donc là, je définis effectivement bien. Donc c'est un document de type interne. Et on voit bien donc qu'il est lié à l'identité de ce client-là. Donc en fait, très simplement, si je fais ce document-là, je peux le télécharger. C'était la question de tout à l'heure. Et que ici, je l'ouvre, en fait, on voit qu'il cherche en fait les droits à l'ouverture à la base. Et du coup, il va se passer un truc. Et du coup, quand Word aura fini de charger, je vais me faire cliquer tout simplement parce que Word est lié au profil de Renault en fait présentement. Voilà. C'était un beau fichier. Ouais, bah, quand même, c'est vrai que Bonsoir, c'est quand même pas anodin comme nous. Mais du coup, voilà ce qu'aurait une personne en fait qui essaierait d'ouvrir le fichier alors qu'elle n'a pas le droit de l'ouvrir. Et il faut bien se dire ça finalement, que c'est pas lié que aux documents de type Microsoft Office. C'est-à-dire que demain, je peux appliquer ces mécanismes-là aussi sur des PDF, sur des JPEG. Et derrière aussi, c'est pas forcément que dans le cloud, dans le sens où effectivement mes étiquettes de sécurité, je vais les créer dans le cloud, mais je peux utiliser des petits connecteurs pour appliquer ces stratégies de sécurité. Par exemple, sur un serveur de fichiers, j'aurai on-prem pour avoir de sécurité. Et puis derrière, finalement aussi, à savoir que pour des gens qui voudraient un niveau de sécurité supplémentaire là-dessus, Microsoft propose ce qu'on appelle le Knowing Your Key, c'est-à-dire qu'eux, en fait, vont chiffrer le document en fait, à l'aide de leur clé, et vous pouvez par-dessus ramener votre clé de chiffrement en supplément. Et du coup, à voir que, effectivement, voilà, si je veux envoyer en fait un mail ici, et du coup, je crée à la fois la conversation en plus du fichier ou autre, là, je peux directement en fait taguer mon mail en interne dessus. Et par extension, avec ça, ça veut dire que je peux envoyer des mails qui nécessitent par exemple un code unique en supplément pour le lire. Ça veut dire que le mail ne peut pas être forward du coup après. Ouais, tout à fait. Du coup, c'est ce qui, si par exemple c'est interne, j'interdis le forward, oui, tout à fait. Comment? Ouais, bien sûr. En fait, il faut finalement juste se dire, pour moi, interne est égal à quelle strate de droit. Et derrière, juste se le définir. Ça se détermine au niveau de l'administration centrale, non? Ça se détermine effectivement dans un des centres d'administration, dans un des centres d'administration qu'on le met en place. Après, le déterminer, finalement, c'est plus des ateliers de réflexion en soi. Puisque derrière, il faut se dire, si je mets ça en place, quel effet, quel impact, actuellement quel effet de bord pour les éviter. Et tout en sachant que derrière, en fait, à chaque fois, on peut mettre ces éléments-là en pré-prod pour les essayer, se dire qu'au début, par exemple, c'est seul un petit groupe d'individus qui serait en mesure d'appliquer la balise là-dessus. Concrètement, on parle de quelle fonctionnalité? C'est Data Loss Prevention ou c'est... Alors, ça dépend du coup comment je le mets, finalement. Non, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que derrière DLP, il y a donc prévention ou protection.
Le fait que ce soit chiffré comme ça, c'est la protection, c'est la partie vraiment protection en soi, puisque outre ces mécanismes-là, pour la partie prévention, il existe tout un système d'alerting où là aussi je dois mettre un curseur, et c'est bien, par exemple, si un individu télécharge tel volume de data, par exemple, bah alors je vais recevoir une alerte pour me prémunir de ça. Ou si j'ai un fichier, par exemple, qui est trop partagé à des utilisateurs externes ou autres. Et ça, c'est la partie plutôt effectivement prévention, dans le sens où je suis là, et ici, je protège. Et c'est compris dans quel plan de chez Microsoft? Du coup, ça commence dans le business premium. Après, ça peut être pris en stand-alone aussi. D'accord. Derrière, donc, après, finalement, c'est plus de voir l'usage que vous allez en avoir pour avoir finalement le plan qui collera au mieux pour tout le monde. Mais la règle du jeu, c'est la politique de gouvernance qui est définie, après c'est stratégique pour lui. Du coup, un utilisateur n'est pas obligé de taguer un document. Alors, il est obligé, ça dépend. En fait, je peux obliger les utilisateurs à taguer tous les documents. On peut les obliger. Comme je peux le laisser à la main, comme je peux aussi l'automatiser et de dire que, par exemple, si tel individu crée un fichier, automatiquement, ça prend telle balise, ou de se dire, si dans mon document est détecté un numéro de carte bleue, automatiquement, ça pose une balise sécurisée. Et du coup, tout vient en fait effectivement au niveau de la gouvernance, mais de la partie réflexion de la gouvernance, et du coup nécessairement des parties SMSI et PSSI. Ou inversement, finalement, si je n'ai pas la partie qualité documentaire, on peut réfléchir, en fait, mettre ces choses-là en place, et du coup les écrire pour enrichir le canevas documentaire de Enfin, vous êtes obligé de faire la règle du jeu avant de dire aux utilisateurs, sur le numéro de carte bleue, ton mail ne partira pas. Ouais, ça, évidemment. On est obligé de dénoncer la règle du jeu en amont. Bien sûr. Moi, j'avais la partie quand on est hors ligne. J'ai récupéré un document, je l'ouvre, je suis hors ligne. Alors là du coup, il y a plusieurs façons de le faire par rapport à la persistance du token. Donc ça dépend en fait de qu'est-ce que j'ai défini aussi là-dessus. Puisque si je demande en fait une réhautante en token unique à chaque fois, qui est préconisé en sécurité, effectivement, si je suis hors ligne et qu'il est encore je suis hors ligne sans rien, je pourrais nécessairement effectivement pas le dire. Et du coup, nécessairement de la même manière, c'est-à-dire que si j'ai une persistance, par exemple, d'une journée, et qu'on me retire mes droits et qu'on me retire de l'Azure AD, je peux avoir une journée de battement si je n'ai pas défini que c'est que depuis la machine aussi. Donc là, pareil, en fait, c'est une règle à définir, un curseur à poser pour trouver ce qui est le plus viable. Et juste pour terminer, mais ça c'est très rapide du coup, c'est la partie qu'on a vue au niveau des machines. C'est-à-dire que quand en fait j'ai une machine qui est enrôlée finalement dans mon MDM, je vais pouvoir la mettre en service, la supprimer, la réinitialiser, la chiffrer, avoir directement un inventaire en fait niveau matériel, voir sa conformité, voir ses configurations, voir les applications que j'aurais poussées dessus, ou même la faire tourner avec LimitLocker, ce genre de choses-là. Et ça, du coup, même si je suis allé mon site demain, j'ai un collaborateur qui m'appelle à 2h du mat, qui me dit on m'a volé mon PC. En fait, j'ai juste effectivement à me connecter et à distance, je peux agir sur sa machine. Voilà pour cette partie. Des questions, du coup, par rapport à ça? Oui. Est-ce qu'il est possible de faire un lien avec un autre MDM? Pour faire un lien avec un autre MDM, du coup, oui. Après, ça dépend du coup de l'usage, dans le sens où, par exemple, ce qu'on retrouve très souvent, c'est que la partie Samsung, Knox, en fait, travaille, par exemple, très bien avec Intune. Par l'intérieur, on peut tout interconnecter. Après, c'est juste à voir pourquoi le faire, entre guillemets, dans le sens où si finalement Intune couvre plus le besoin, ça permet de déprovisionner un service de MDM, même s'il retrouve au niveau ROI, quoi. Et du coup, oui, sur le principe, il n'y a pas de souci spécifique à faire. On peut aussi contrôler tous les portables. Ouais. Le téléphone portable. Ah oui, ça, tout à fait. Là aussi, on a un lien pour pouvoir lire les documents et y accéder. Oui.
Et avec YouTube, oui, effectivement, même tout ce qui est Apple et Android, vous les gérez maintenant. Oui, c'est ça. En fait, on peut le gérer. Puis en fait, on peut gérer des strates de sécurité, même sur les applications qu'on a poussées. Puisque finalement, on va pouvoir se dire, ben, par exemple, tes mails Outlook, tu ne vas y accéder que depuis le Outlook qui a été poussé par l'entreprise. Et puis, pour l'ouvrir ton application, tu vas rentrer un code à 4 chiffres ou utiliser ton empreinte biométrique dessus. Ce qui va nous permettre de gérer effectivement ça de cette manière-là. Et aussi le fait d'avoir du biode. Parce que des personnes qui auraient un téléphone qui ne serait pas fourni par l'entreprise, on peut lui dire, écoute, tu peux accéder à tes mails, mais néanmoins, tu vas télécharger une petite application qui va te faire descendre un petit fork applicatif sur ton téléphone. Et le fork applicatif, il va isoler les données perso des données pro. Et il peut être retiré, désactivé par l'utilisateur. Comme ça, on se sécurise en tant qu'entreprise et on n'impose pas et on laisse la flexibilité aux collaborateurs puisque c'est sa machine. Tout cet espace est chiffré. Comment? Tout cet espace peut être chiffré. Oui, absolument. Et puis dans les politiques en fait, de sécurisation, on peut même se dire, bah, par exemple, j'interdis à l'utilisateur de faire des screenshots, par exemple, sur la partie pro. Je lui interdis de faire des copier-coller entre une application pro et une application perso. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est une règle à définir juste avant de la pousser, parce que finalement, dans ces parties-là, c'est plutôt des... Le point important, c'est d'avoir les bonnes réflexions en fait en amont, bien placer les curseurs. Et derrière, après, une fois qu'on a fait ça, ça se met en place aisément. C'est un scénario, c'est une interface. C'est une interface qui est là. En fait, je vais avoir ma sécurité des points de terminaison. Je vais dire, est-ce que je vais faire de la réduction de surface d'attaque? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Et puis derrière, je vais aller configurer les choses comme il se doit. Et là, on voit que c'est Endpoint Manager, c'est différent de Intune. Non, mais nous, en fait, avant, ça s'appelait que Intune. Puis après, ils ont appelé ça Endpoint Manager, puisqu'ils ont concaténé finalement énormément de choses dedans. Ok, d'accord. Mais oui, c'est le nouveau nom market. J'avais pas suivi. Ouais. Il s'amuse à changer de nom assez régulièrement. Merci à tous pour cette partie. Merci. Mais en fait, oui, soit c'est effectivement par synchro de l'Azure AD, soit c'est lié. Merci. Du coup, effectivement, soit par synchro en fait, au niveau de l'Azure AD, puis en fait, on lance un autodiscover. Après, soit directement depuis la partie en fait, compte que j'ai, et du coup, quand je rentre mon compte professionnel, ben, en fait, ça va auto-lancer le discover. Ou sinon, si derrière, je veux encore faire différemment, je peux tout simplement aussi lancer une GPO qui va dire ben, tu vas t'enrôler, effectivement, pour peu que j'ai installé un petit ADNX avant sur un contrôleur de données. Encore d'autres questions sur sécurité? On fait presque beaucoup de cette présentation, presque dans les temps. On va dépasser des quelques minutes. Mais il y avait pas mal de questions, mais tant mieux, ça montre l'intérêt aussi pour ces sujets. De toute façon, les slides suivants, ça va aller super vite parce que je sens, par rapport aux questions, finalement, vous avez déjà bien intégré ces sujets-là. En fait, on s'est demandé comment adresser la gouvernance. Alors, il y a deux écoles dans l'équipe, hein. Il y a une espèce de petite bataille. Il y en a qui voulaient qu'on illustre ce sujet comme ça. D'autres, je vous laisserai deviner lesquels, préféraient qu'on y aille comme ça. En gros, hein, c'était l'introduction de tout à l'heure. Hein, c'est, vous voyez, tous ces outils qu'on vient de vous démontrer, finalement, la techno, elle permet tout un tas de choses. Mais si vous n'avez pas pensé la gouvernance, donc l'organisation de ces technologies, à quoi elles servent, en quoi elles sont intéressantes pour votre business, comment vous apportez de la sécurité sans trop brûler les usages, parce qu'il faut quand même que derrière, ça réponde à des usages.
Comment vous mettez en place votre conformité par rapport à ISO 27000, par rapport à des normes que vous souhaitez suivre. Bref, c'est quelque part un peu de jus de cerveau, j'ai envie de dire. C'est pas de la techno, hein, c'est à un moment donné, il faut se mettre autour de la table et réfléchir à ces sujets-là, se projeter. Et puis ensuite, très rapidement, penser aux utilisateurs, comment les embarquer dans ces nouveaux outils, comment les faire adopter des bonnes pratiques. Donc là, il y a tout un aspect conduite du changement où il faut prendre une réflexion 360 degrés autour de l'humain, hein, que ce soit sur les outils techno ou sur la gestion de la gouvernance, hein, ce qu'on disait tout de suite. Et donc, par rapport à ça, nous, on a mis en place une vision où effectivement, on a un pôle formation. On va faire de la formation simple, hein, sur OneDrive, sur Teams, sur SharePoint, sur ce que vous voulez, en fait. Hein, on sait faire ça, mais surtout, là où ça prend tout son sens et là où on va être extrêmement pertinent, c'est qu'on intervient avant. C'est-à-dire qu'on va identifier avec vous des utilisateurs clés, peut-être si vous avez vraiment des problèmes de gestion du changement, peut-être des leaders d'opinion, entre guillemets, et on va les embarquer tout de suite dans ces problématiques-là. On va s'intéresser à quels sont leurs usages au quotidien, comment on peut faire pour les améliorer, en quoi ces outils vont être pertinents pour eux, et finalement les impliquer dans la définition de cette transition vers ce type d'outils. Et ça sera beaucoup plus favorable, on aura un taux d'adoption qui sera bien meilleur que de simplement les former sur l'utilisation de SharePoint ou OneDrive, peut-être à un moment qui sera distant du moment où l'outil sera disponible. Et c'est pas fini, on a aussi une vision où, une fois qu'on a fait ces formations, on intervient après, parce qu'effectivement, il y a toujours ce petit laps de temps entre le moment où on forme les gens et le moment où on déploie les outils. Souvent, la formation en elle-même, elle permet un premier contact, mais c'est quand l'utilisateur va être au contact vraiment de l'application que les questions vont se poser. Donc, on accompagne aussi en post-formation. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on place vraiment les utilisateurs au centre des usages. Toutes ces technos, toutes ces fonctionnalités, elles n'ont de sens que si elles servent votre business, votre organisation, vos utilisateurs. Donc, il faut vraiment les mettre au centre de la problématique. On gère toute la problématique accès au travers des solutions de sécurité qui sont mises en place. On pense ces accès, qui accède à quoi, à partir de quels terminaux, comment je gère mon parc de terminaux, comment je les sécurise. Et puis, à la fin des fins, mon patrimoine informationnel, quelle valeur ça a, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je ne publie pas, qu'est-ce qui est confidentiel au niveau COMEX, qu'est-ce qui est un peu moins. Bref, on définit une gouvernance autour de l'ensemble de ces sujets-là. Et on apporte cette vision 360 qui est indispensable pour la réussite de vos succès et le succès de votre transition vers cet univers 365. Avec une possibilité de vous accompagner au-delà. On est aussi là pour vous accompagner. Une fois qu'on a implémenté tout ça, forcément, ça dit, il y a peut-être des règles qui vont évoluer, des utilisateurs nouveaux, des nouvelles fonctionnalités. Donc là, on peut continuer à vous accompagner et à vous accompagner à administrer, à exploiter ces solutions dans la durée. Mon équipe, donc vous avez vu une partie de l'équipe, mais c'est juste une partie, donc on intervient sur pas mal de sujets, notamment des migrations complexes. Hein. Alors, ce qu'on appelle migration complexe, ça peut être dans des cas de fusion-acquisition ou de carve-out, de scission d'entreprise. Ça peut être migrer d'environnement un petit peu exotique vers un 365. Bien sûr, vous l'avez compris, on intervient sur la partie sécurité à tous les niveaux, que ce soit sur les terminaux, sur les identités, sur le patrimoine informationnel. On intervient également, vous l'avez vu, sur la partie SharePoint. On peut vous accompagner pour mettre en place le même type d'outils que ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, un intranet maison qui va également permettre de centraliser l'ensemble des informations et des documents. On intervient également sur la partie Power Platform. On peut vous aider à faire les premiers pas et vous accompagner vers ces univers-là et développer des choses avec vous. La gouvernance, bien entendu, Teams téléphonie, vous l'avez compris, et la formation conduite du changement. Voilà. Je vais les derniers slides au passage, on est un peu à la bourre. Je n'ai pas d'oreillette, mais non, ça. Si vous avez des questions, allez-y. C'est clair. Ouais. Sur Teams, c'est les équipes
pourrait être ouverte sur l'extérieur. J'ai l'impression qu'on peut ouvrir effectivement sur l'extérieur, mais on est obligé de l'ouvrir pour tout le tenant. Je voudrais essayer d'ouvrir par exemple une équipe sur l'extérieur et uniquement une équipe, pas la totalité des. La question des personnes qui sont à distance, c'est est-ce qu'on peut ouvrir seulement certains types d'équipes vers l'extérieur en dehors de l'AD, c'est ça? Chris, tu veux répondre à cette question? Je pense que c'est oui, mais c'est oui. Et on peut en parler si vous avez besoin d'un petit peu de main pour aller voir Christopher pendant le buffet, il va vous expliquer comment on fait ça. Voilà. D'autres questions? Oui. Sur les licences. Sur faire fonctionner la coédition Excel ou Word sur le desktop, alors que j'ai des licences Web Office qui sont des OEM préinstallées, pas partie du licensing. Alors que je ne sais pas s'il y a un expert chez vous qui. Je vais reprendre la question. La question est la suivante. Il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ont déjà 365 et vous êtes sur des licences basiques. Voilà, tous les back-office sont des back-office achetés et préinstallés. Ils ne font pas partie du licensing 365. Donc, j'utilise essentiellement Teams sur 365. Les fichiers Excel qui sont édition au sein de Teams. Aujourd'hui, on a des problématiques pour les données avec les versions d'Excel. Effectivement, des licences on-prem back-office 2007, quelque chose de séparant. Et comment gérer la coédition entre les deux. Je ne sais pas si on sait répondre en direct live à cette question, messieurs les experts. Il y a Battle, on se retrouve au buffet pour éclaircir ça. Alors, Viva. Alors, Viva, c'est effectivement, c'est la. Ce que vous avez présenté. Alors, c'est des choses qui sont encore. Qui arrivent, qui sont toutes fraîches et qui y a, enfin, toutes les semaines, quasiment, il y a une nouvelle fonctionnalité. La promesse, c'est de gérer ce qu'on appelle ce concept de travail hybride. On travaille à la maison, on travaille à distance, on est première ligne, on est décideur de COMEX. Tous ces outils nous abreuvent d'informations, de sollicitations et créent un certain nombre de problématiques de bien-être au travail, finalement, de qualité de vie au travail. Donc, notamment, ça c'est le premier point de Viva, c'est Viva Insight, c'est la capacité d'envoyer des reportings aux utilisateurs, aux managers et potentiellement aux personnes de rang COMEX, des reportings qui seront à chaque fois différenciés en fonction de la cible et qui permettront effectivement de voir quelque part, d'avoir l'hygiène des pratiques numériques dans votre organisation. Est-ce que les utilisateurs commencent à leur conférence Teams à partir de 8h du matin et n'ont pas de pause entre les conférences et continuent jusqu'à 19h non-stop? Est-ce que le nombre de participants à ces conférences Teams, le nombre de mails que vous recevez, est-ce que les personnes font plusieurs choses en même temps? Voilà, ça donne des indicateurs. Alors, l'utilisateur lui-même reçoit un petit reporting qui est hebdomadaire ou quotidien, comme on veut. Ça lui donne un feedback sur comment lui travaille et peut-être éclairer certaines cases en disant attention, là, tu es en train de partir en vrille. Et ça donne aussi un éclairage au manager pour dire attention, là, mon équipe est trop stressée ou je ne sais pas. C'est vous qui décidez. Voilà, ça. On a Viva Learning aussi, qui se positionne comme un hub de formation finalement. Donc c'est toujours une brique au niveau de Teams, où vous allez pouvoir pousser des formations en tant que manager, en tant que dirigeant, et dire à vos collaborateurs, voilà, il y a un plan de formation, il y a des boucles, je veux que tu suives celle-ci. Et donc les personnes vont recevoir les formations directement dans leur workflow, dans leur interface, et les managers vont pouvoir, par exemple, voir qui a suivi, comment ça a suivi quel taux de réalisation, quel est le taux d'adoption, etc., etc. Donc, on est sur Insight. Connexion, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la possibilité d'avoir Teams vraiment comme navigateur web et l'accès à l'ensemble de l'intranet. D'accord. Donc, Topix. Alors, Topix, Adrien, c'est super dur en parler de moi. Tu veux en parler? Non, ok. Alors, la problématique, c'est, j'imagine, dans votre organisation, vous voulez savoir qui est expert de quoi, en fait, quelque part.
c'est avoir une espèce de cartographie des expertises. Voilà, nous, dans l'IT, ben, on a besoin d'experts Dell, d'experts Microsoft, d'experts Télécom. Voilà, en plus, on adresse je ne sais pas combien d'univers d'offres, il y a 5 ou 6 métiers différents. On est 900, on est parti sur l'ensemble du territoire. Quand je m'appelle Aurélien Sueur, que je suis commercial à Chalon et que je veux trouver l'expert 8AX, je ne sais pas quoi, dans l'organisation Alista, bah, accroche-toi, quoi. Voilà, donc la promesse c'est grâce à l'intelligence artificielle d'Azure, Microsoft Azure, c'est de découvrir finalement alors, quelques règles à injecter initialement dans l'outil. Hein, ça ne se passe pas de manière magique, hein, il faut vraiment, on est en train justement de le toquer, comme on dit, de les trouver. Donc il y a des algorithmes à peu près paramétrés, mais une fois qu'on a défini ça, on lance l'intelligence artificielle de Microsoft sur son environnement de données, et si ça a été bien implémenté, eh bien, ça va nous sortir une cartographie des experts des différents sujets dans votre organisation. Voilà. Et donc, quand vous allez trouver, je ne sais pas, tout à l'heure on a fait une recherche intranet, CTX potentiellement, vous aurez CTX, vous allez sur CTX avec votre souris, et ça va vous afficher directement une liste d'experts identifiés comme tels dans l'organisation. Et documents, effectivement. Ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. C'est des sujets qu'on suit de très très près. C'est des sujets qu'on suit très très près, qui sont encore un petit peu novateurs, qui sont surtout aujourd'hui adaptés par les grands groupes multinationaux. Mais forcément, ça arrive sur les secteurs inférieurs, et nous, on s'intéresse de ça très près. Et pour nos clients. Ça sera des coûts supplémentaires? Absolument. Je ne suis pas devin. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà embarquées dans Business Premium. Typiquement, il y a certainement beaucoup d'entreprises parmi les présents qui sont sur des plans Business Premium. Vous pouvez déjà faire un certain nombre de choses. Ouais. Après, il y a des fonctionnalités un peu plus avancées quand vous voulez lancer des intelligences artificielles, ce genre de choses. Il va falloir aller sur des plans E5, j'imagine, ou des plans E3. On ne peut pas suivre, mais c'est ça. En fait. C'est soit des plans de si c'est en stand-alone et sinon dans des un petit peu simples. C'est pas si simple que ça, et ça dépend de ce qu'on veut faire, mais effectivement. Des formations sur les plans? Des formations sur les plans, on peut vous faire l'accompagnement, regarder avec vous quels sont vos usages, comment utiliser ça, comment faire le bon mix pour avoir le meilleur retour sur investissement. En général, quand on fait de l'accompagnement pour tel ou tel sujet dans nos clients, ça peut être toujours une petite couche de révision à ce niveau-là par la même occasion. Michel, il y a déjà la gestion d'organigramme qui permet. Aussi la gestion d'organigramme, mais de base. Permet dans Teams de trouver des collaborateurs qui ont une fonctionnalité, qui sont dans une équipe. Oui, on cherche quelqu'un de l'entreprise, on va le responsable, quelqu'un qu'on connaît de l'équipe, et puis on peut remonter ou redescendre si vous trouvez le collaborateur qui va avoir la compétence ou qui avance un peu de compétences. Je veux bien rentrer dans l'organigramme vite fait, je sais pas comment tu as fait tes démos tout à l'heure. Par exemple, je vais rentrer dans l'organigramme. Une question, maintenant que Chris cherche la bonne écran. Et après, on peut cliquer sur Olivier Grosjean, par exemple, c'est juste à côté d'Olivier Grosjean. Ah, oui. Boss. Bonjour, Boss. Là, vous retrouvez. numéro de téléphone. Ouais, parce que. Il y a un très centrique sur en organisation et l'équipe consulting qui va avec. Voilà. Donc, tu t'es une partie qui est présente aujourd'hui. Voilà. Et il y a l'équipe formation aussi avec Denis André, on a des formations. Dans Teams aussi. Tout ça dans Teams, effectivement. Mais ça, c'est embarqué, il n'y a pas besoin de topics pour ça. C'est des choses que vous récupérez directement de l'AD en fait. Ça vient du CV, ça vient de. Ça vient de l'AD. Hein, je ne dis pas bêtise.
Ça vient de l'Active Directory, donc la dernière entreprise qui nous permet de gérer les identités numériques. Voilà. On injecte en même temps, au-delà du nom, prénom de la personne, on injecte son rang dans l'organisation, sa fonction, et puis les niveaux hiérarchiques, en fait, tout simplement. C'est Microsoft, c'est pas. Oui, c'est Microsoft, mais c'est une des briques de base de 365 au travers d'Azure AD Connect. Voilà. Un petit peu. On va finir. Oui, il y avait un dernier item qui est important sur cette diapo, c'est définir avec vous la feuille de route, parce que là, on vous a montré énormément de choses. Vous ne pouvez pas tout faire one shot, et puis peut-être certains d'entre vous ont déjà déployé un certain nombre de fonctionnalités. Donc, ce qui est important aussi, c'est de définir cette feuille de route, de ne pas avancer trop vite, parce que vous avez compris, la techno, elle fait beaucoup de choses, mais il faut embarquer les utilisateurs, il faut bien réfléchir tout ça auparavant. Donc, il y a toute une notion de définition de feuille de route au préalable. Donc pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est aussi bien sûr Arista et Microsoft, et partenaires Microsoft de manière très historique, hein. Et notamment les CSP Tier 1, ça veut dire qu'on n'a pas d'intermédiaire entre Microsoft et nous. Il y a de moins en moins d'entreprises aujourd'hui en France qui sont Tier 1. Je ne sais plus, je crois que ça semble-t-il. À peu près, voilà. On sait aussi vous accompagner sur les sujets Azure, hein, pour une occasion. On ne fait pas que Microsoft, notamment. Alors, je n'ai pas sorti tout ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de choses, comme vous savez, chez Arista, mais on vous a sorti voilà, ce qui peut avoir du sens très rapidement autour de Microsoft, en surcouche de 365, avec la protection email par mail secure, qui est une solution franco-française, donc qui est toujours intéressante. Des antivirus, des antivirus, je vais faire des DDR, pardon, avec pour des outils qui viennent justement vous aider à mettre en place la gouvernance, à l'implémenter dans votre tenant une fois que vous l'avez réfléchi et que vous vous accompagnez pour réfléchir. Teams Téléphonie, on vous l'a montré. Les sauvegardes de tout ça, c'est intéressant quand même de sauvegarder ce qui est dans Microsoft. Voilà. Et puis, je serai complet lorsque je vous aurai dit aussi qu'un certain nombre de personnes dans notre équipe sont ISO 27001 lead implementer, notamment Adrien, mais il n'y a pas que lui. Donc, ce qui nous permet aussi de nous accompagner assez loin dans cette gouvernance de la sécurité. Nous sommes aussi en équipe de formation et un des complet. Je crois que c'est le moment où je vous dis merci. Voilà, à moins qu'il y ait des questions. Rien, vous voulez répondre? Déjà, je vais demander à Aurélien aussi de venir, hein, puisque tu as démarré, tu auras le vrai mot de la fin. Je pense que le mot merci résume tout, parce que ces événements ils sont possibles grâce à vous. Donc, c'est un merci de vous être déplacés. Ceux qui sont connectés, également, un grand merci à vous. Le soleil vient d'arriver, donc ce sera génial pour le cocktail. Mais vraiment, voilà, l'importance de cette matinée était de vous desservir un bon nombre d'informations autour d'un sujet qui nous anime, qui est comment bien travailler. Donc, on reste dans notre pitch, c'est de vous permettre de bien faire votre boulot. Et au travers, je remercie toute l'équipe de Michel aussi, c'est-à-dire que l'objectif ce matin, c'était de vous montrer ce qu'on peut faire en exprimant le plein potentiel des outils. Voilà, il y a une petite slide qui résume, on fait du O365, du Microsoft 365, on fait d'autres sujets. Aurélien a le plaisir de représenter l'agence de Chalon. Voilà, je pense vraiment qu'il y a un truc qu'il faut qu'on se dise, c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. La preuve ce matin, puisque c'était des vidéos sur nos outils, c'est ce qu'on utilise au quotidien, on utilise Agora, on utilise Microsoft, on utilise des technos, on sait en parler et on sait vous accompagner, et vraiment là, pour le coup, c'est plutôt le côté commercial qui en parle, mais il n'y a pas de mauvaise question, venez nous voir, n'hésitez pas, si c'est du Microsoft, il y a des experts, et sinon on pourra vous trouver les bonnes personnes derrière. Et je pense que c'est important, vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs et de représentants de la technique. C'est une des valeurs d'Arista, c'est-à-dire que sur les 900 personnes, pour ceux qui se souviennent du démarrage, il y a plus de 70%, c'est des ingénieurs et de la technique. C'est-à-dire que nous, on est un peu en minorité. Voilà. Mais vraiment, ça veut dire qu'on a une passion commune, et l'IT, les outils qui gravitent autour de ça, de la connectivité, des outils collaboratifs. C'est ce qu'on veut dire. On n'est pas qu'un simple opérateur, on n'est pas qu'une simple SS2I. On gravite autour des différents métiers qui la composent.
On sait faire de la cybersécurité. On a un service managé 24/24, 365 jours et plus. N'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin. Et merci à vous vraiment d'être venus et merci à l'usine aussi. Aurélien, tu vas démarrer, tu vas avec grand plaisir finir. Écoutez, j'espère simplement qu'on a fait le taf, surtout que le sujet vous a plu. L'idée, c'était à la fois d'avoir une grande amplitude, d'être ouvert, parce que certains d'entre vous sont en réflexion sur la solution. Donc, du coup, vous n'avez pas encore migré, vous êtes en réflexion et vous avez bien fait d'être en réflexion et de vous intéresser au sujet avant de migrer. D'autres entreprises vont pendant Covid pour des besoins de télétravail, d'autres pour d'autres besoins de migration de solutions on-premise, à devoir migrer voilà, sur le cloud, pour diverses raisons. Donc voilà, on essaie de faire un truc avec une amplitude maximum, assez facile, on va dire. J'espère qu'on a été assez intelligible pour ceux qui ne sont pas informaticiens, voilà. Et puis à la fois pertinent pour ceux qui sont un petit peu plus avancés du coup dans la solution et qui sont en recherche de niveau de sécurité, de gestion, comme j'espère qu'on a été au niveau, voilà, et que ça vous a plu. Et en tout cas, merci, et puis on va pouvoir déjeuner un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.